Alors, Chloé et moi, on peut peut-être expliquer la petite histoire, comment on s'est rencontrés. Alors, par Michel Potvin, une orthopédagogue du Québec, qui m'avait mis en lien comme ça en me disant, mais tu sais, Eugénie, en France, il y a une orthopédagogue qui s'est formée au Danemark et puis j'ai pris contact avec elle. Dans ce temps-là, j'étais aux Philippines et puis ça fait 3, 4, ça doit faire 4 ans, hein, Chloé? Oui, je pense. Hein. Ouais, au moins 4 ans. Et puis, Chloé est allée au Japon, là où j'habite, en voyage. Et donc, on s'est rencontrés en vrai. Ça a été une très belle soirée. Et donc, lors de cette soirée, on s'est dit, ben, on pourrait faire quelque chose pour la journée du TDAH. On pourrait faire un événement. Donc, on a organisé ça. Puis, on est ravis de voir aujourd'hui aussi nombreux. C'est vraiment très, très plaisant de voir que vous êtes plusieurs à vouloir trouver des solutions, mettre en place des actions avec votre enfant ou avec des élèves. Donc, ça nous fait vraiment très, très, très plaisir d'être là avec vous. Chloé, est-ce que tu veux te présenter peut-être, oui, ceux qui ne te connaissent pas? Oui, eh bien moi, effectivement, alors tu l'as dit, hein, je suis orthopédagogue en France, ça fait déjà 11 ans que je suis certifiée, 10 ans que je travaille en libéral, spécialisée dans l'accompagnement d'enfants, adultes et adolescents d'ailleurs, ayant des troubles du neurodéveloppement, donc incluant bien sûr le TDAH. Et c'est vrai que ça fait plus de 10 ans que je les côtoie au quotidien, que j'ai développé pas mal d'outils. Et voilà, quand on s'est vu avec Eugénie, on s'est dit c'est quand même pas mal pour cette journée nationale de sensibilisation au TDAH de pouvoir vous proposer des interventions gratuites, d'échanger aussi directement avec vous, de répondre à vos questions, parce que c'est important aussi qu'on fasse connaître, reconnaître ce trouble, même si c'est en très bonne voie, hein, de plus en plus, mais ça n'empêche qu'il y a encore beaucoup de préjugés, d'a priori, et puis des fois de manque d'informations sur comment accompagner les personnes avec TDAH. Donc voilà, l'idée c'est de vous accompagner, de répondre à vos questions aujourd'hui. Tout à fait. Donc, et moi, je suis aussi orthopédagogue comme Chloé, pour ceux qui connaissent Chloé qui ne connaissent pas. Donc, mon nom est Eugénie Petit-Foulédy. Et un peu comme toi, Chloé, moi, ça fait un petit peu moins, ça fait 10 ans. J'ai été, on est en 2023, pareil, 11 ans. J'ai été diplômée en 2012 à l'Université du Québec à Rimouski. Moi aussi, ouais, 2012, c'est vrai, ouais. Voilà. Je savais même pas. Et puis, par la suite, j'ai voulu découvrir le système scolaire français. Donc, j'ai été ce qu'on appelait dans le temps AVS. Donc, maintenant, les AESH, j'ai découvert comme ça, le système scolaire français. Bon, voilà, on était dans une classe, en accompagnant des élèves. Puis, les professeurs me disaient toujours, mais Eugénie, mais c'est merveilleux. Ils font pas ça d'habitude, les AVS. Parce j'avais la formation universitaire en orthopédagogie. Donc, petit à petit, je me suis intéressée au système. Puis, j'ai travaillé dans des lycées français à l'étranger. Et là, aujourd'hui, je suis au Japon. Mais maintenant, je travaille en ligne avec une équipe. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a quelqu'un de mon équipe qui est là, Karine, qui pourra interagir, bien sûr, là, pour donner d'autres stratégies pédagogiques ou quoi. Mais on est une équipe d'orthopédagogues qui avançons avec les élèves francophones à l'étranger. Donc, comme tu dis, Chloé, pour aider les familles, parce qu'on entend tout ce qui se passe. Vraiment, on souhaite à personne de se sentir démuni ou de se sentir... des fois, on sent qu'on reste des fois à la maison ou quoi. Je parlais avec un parent tout à l'heure. Donc, voilà, c'est un moment où on peut parler, où on peut vous écouter. Si vous voulez donner des commentaires, juste vous pouvez lever votre main, on va vous donner la parole. On a le privilège en plus de le faire sur Zoom, donc prenons l'opportunité. C'est un moment où Chloé va vous parler de des méthodes particulières, mais si vous avez des questions, si ça vous fait penser à des contextes dans votre vie familiale ou dans votre classe, bien, il y a toujours Chloé ou moi qui seront là pour regarder dans le clavardage et puis on est là pour vous. Alors, clavardage, je traduis dans la zone de discussion sur Zoom. C'est très bien. Voilà, c'est vraiment une rencontre qui est internationale et c'est ça qu'on aime. Moi, je trouve de ne pas s'arrêter à notre propre frontière et de voir au-delà ce qui se passe, en mieux, en moins bien, mais en tous les cas, de savoir ce qui se passe ailleurs et de pouvoir s'enrichir de toutes ces expériences mutuelles. Alors, du coup, Eugénie, c'est moi qui vais démarrer. Hein. Vas-y, écoute. Avant de vous parler de Barclay, qui est très attendu, je vais introduire ce temps sur la légothérapie. Alors, je vois que j'ai plusieurs de mes stagiaires qui sont
connectés, donc qui connaissent déjà, qui pourront intervenir d'ailleurs sans hésiter. Donc voilà, je commence finalement sur la légothérapie. Alors, je vous parle un petit peu quand même de l'historique et puis de ce qui m'a amené à faire de la légothérapie. La légothérapie, ça a été mis en place en 2004 par Dan Le Goff aux États-Unis. Et en fait, initialement, la légothérapie, elle a émergé vraiment par hasard parce que Dan Le Goff, c'est un neuropsychologue donc américain qui s'occupait d'enfants avec TSA de type Asperger. Et en fait, un jour, un enfant était venu en consultation avec des Legos. Cet enfant-là est sorti de la salle de consultation parce que le rendez-vous était terminé. Dans la salle d'attente, il croise l'enfant suivant qui arrive également avec des Legos, alors qu'il n'était pas prévu qu'il y ait des Legos ce jour-là, hein, le docteur ne leur avait pas demandé. Et ces enfants sont arrêtés, ont échangé entre eux. Donc Dan Le Goff s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Ces enfants avec TSA qui ont des difficultés à communiquer, je vois que là, ça se passe bien, ils échangent, donc on va faire des groupes à deux, puis on va observer un petit peu ce qui se passe. Donc c'était vraiment le grand hasard. Et puis au fur et à mesure, il a réalisé différentes études, toujours auprès d'enfants avec TSA, qui ont démontré que le fait d'utiliser des Legos, c'était ultra motivant et ça générait davantage d'échanges. Donc voilà, c'est resté un petit peu aux États-Unis, et puis ensuite, en 2008, donc c'était quand même assez longtemps, en Angleterre, Gina Gomez de la Costa, qui était psychologue, qui toujours d'ailleurs, a fait une thèse et s'est intéressée à la légothérapie de Dan Le Goff, et du coup, elle s'est rapprochée de lui pour faire la même étude que lui avait faite, mais en Angleterre, pour prouver que ça fonctionnait aux États-Unis, mais peut-être aussi dans d'autres pays du monde. Donc, elle a fait son étude à l'identique, elle a prouvé la même chose que lui, les enfants avec TSA de type Asperger. Alors, je dis de type Asperger, on n'emploie plus ce terme maintenant, hein, mais à l'époque, c'était encore le cas. Ça fonctionnait également. Et puis, ça s'est un petit peu arrêté là. Alors, je dis bien arrêté là parce qu'en Angleterre, c'est quand même plutôt développé. Mais en fin de compte, ça n'a pas vraiment traversé toutes les autres frontières. Donc, on s'est arrêté aux États-Unis et en Angleterre. Certaines personnes en Chine, au Japon, ont fait des thèses, moins d'une dizaine, pour prouver que ça marchait aussi dans leur pays, mais sans qu'il y ait réellement derrière la mise en place de groupes légaux. Et puis, moi, alors, j'ai fait mes études au Danemark, hein, comme l'a dit Eugénie. Donc, le Danemark, c'est le pays du Lego. C'est vrai que moi, j'ai toujours utilisé au cours de mes séances des jouets, des Legos, des jeux de société, etc. Et il y a 3 ans environ, je dirais, j'utilisais toujours mes petits Legos et je me suis dit, mais c'est quand même fou. On a Montessori, on a différentes méthodes, voilà, différentes utilisations de plein de choses. Jamais personne s'est dit, je vais faire une sorte de thérapie avec des Legos ou d'accompagnement avec les Legos. Et je suis allée sur Google et puis j'ai cherché. Je me suis dit, ça va pas être la seule à y avoir pensé quand même. Donc voilà, c'est parti de là. J'ai rien trouvé. Je tapais des mots-clés, je trouvais pas d'informations. Après, j'ai commencé à taper des mots-clés en anglais et là, je suis tombée sur Dan Le Goff, Gina Gomez de la Costa. Je me dis, il y a vraiment des gens qui ont eu cette idée et qui l'ont exploitée. C'est super, je vais me renseigner. Là, je me rends compte, à l'époque en tout cas, qu'il n'existait pas de formation, qu'il existait des bouquins en anglais, donc je les ai achetés pour mieux comprendre, en me disant, mais c'est déjà ce que je fais, mais pas dans le même contexte réellement, parce que je peux l'employer auprès d'enfants avec autisme, mais pas que. Et du coup, voilà, je suis allée plutôt du côté de l'Angleterre, où là, entre-temps, Gina Gomez de la Costa, je me suis mise en lien avec elle. Elle me parlait d'un projet de formation qu'elle avait, mais qu'elle n'avait pas encore sorti. Une autre personne avait déjà monté une formation Lego uniquement pour les personnes qui travaillaient avec des personnes autistes. Donc, je me suis dit, allez, je vais me former et puis je vais voir. Donc, effectivement, je me suis dit, c'est quand même tout ce que je fais sur le terrain et que moi, je faisais de manière un peu informelle. Je n'avais pas vraiment donné de nom à quoi que ce soit, enfin, à ça, en tout cas, à ce modèle. Et je me suis quand même dit, c'est dommage parce que là, c'était vraiment le constat et puis l'hypothèse. On fait ça auprès d'enfants autistes. Ça a l'air de bien se développer à l'étranger, mais il n'y a pas que les enfants autistes qui ont des difficultés, qui plus est des difficultés à communiquer. Et si on se base sur les troubles du neurodéveloppement, alors oui, il y a les troubles du spectre de l'autisme, mais il y a aussi les troubles du développement intellectuel, les troubles 10, le TDAH. Et je me suis dit, si ça marche pour l'un, pourquoi ça ne marcherait pas pour l'autre? Alors, pourquoi Parce que peut-être qu'il n'y a pas
les mêmes difficultés, les mêmes besoins. Donc, j'ai fait des recherches. Je me suis dit, voilà, s'il y a déjà eu des études comparatives sur des points communs ou des divergences entre le TSA et le TDAH, par exemple. Et plusieurs études ont lieu, alors je ne vais pas toutes vous les citer parce que ce n'est pas forcément l'objet et c'est presque un peu ennuyant, mais en fait, les études qui ont été menées, donc je pense à 3 études en particulier, il y a des études donc, qui ont été menées sur les interactions sociales, l'émergence des interactions ou la capacité de communiquer des enfants. Donc, on avait un groupe avec que des enfants TSA, un groupe avec que des enfants TDAH, un groupe avec des enfants qui avaient un TSA et un TDAH, et un groupe qui n'avait rien du tout. Et en fait, on s'est rendu compte sur les 3 études que les enfants les plus en difficulté, ce n'étaient pas forcément les enfants avec autisme, mais les enfants avec autisme et TDAH ou les enfants avec TDAH. Et là, je me suis dit, mais c'est fou parce que finalement, on voit bien que ces enfants avec TDAH sont autant, voire plus en difficulté que les enfants avec TSA. Pourtant, la légothérapie ne leur a jamais été proposée. Donc moi, il y a 2 ans, j'ai créé un groupe. Alors, je faisais déjà des groupes légothérapie, hein, mais j'ai créé un groupe uniquement avec des jeunes avec TDAH. Et j'ai, on va dire, étudié. Non, le but, c'est de proposer des groupes aux enfants. Mais en même temps, je me suis dit, je vais voir un petit peu comment ça évolue et est-ce que ces groupes sont favorables ou pas. Donc, ces enfants avaient un TDAH, mais en plus d'observer l'effet de la légothérapie sur les personnes avec TDAH, j'ai créé un groupe avec 6 enfants. 3 étaient plus jeunes et 3 étaient plus âgés. Et l'idée, c'était de les mettre en binôme et puis qu'il y ait ce principe de tutorat mis en place pour que les petits tentent de s'exprimer du mieux possible, parce que si un adulte va faire parfois l'effort de comprendre le petit, les grands et plus grands, surtout avec TDAH et impulsivité, vont pas forcément faire cet effort. Et l'idée, c'est que les petits vraiment gagnent en autonomie et en communication. Les plus grands qui, parfois, en préadolescence, sont hyper impulsifs, et là, l'idée, c'était de les poser un petit peu, de leur donner une responsabilité, de leur faire prendre confiance en eux. Et c'est un groupe qui a très, très bien fonctionné. Donc, non seulement j'ai pu observer que la mise en place de la légothérapie, c'était super favorable pour eux. Et puis, en plus, l'introduction de cet aspect de tutorat était aussi très bénéfique. Quand j'ai mis ça en place, j'étais déjà inscrite en thèse, parce que moi, là, je suis en train de faire mon dernier tiers de thèse qui porte justement sur la légothérapie. Et je me suis dit, là, ça a fonctionné sur cette année-là, il faut le développer davantage. Et puis, finalement, tout s'est un petit peu enchaîné parce que ce que moi, j'ai pu observer qui fonctionnait bien, je me suis dit, c'est dommage de ne pas le proposer au plus grand nombre, sauf que moi, toute seule, je ne peux pas proposer ça toute seule. Je vais pouvoir proposer des ateliers Lego à un nombre limité d'enfants et c'est dommage. Donc, l'idée, c'était de pouvoir faire découvrir la légothérapie, que les gens sachent ce que c'est, puis ensuite se forment pour à leur tour proposer des ateliers sur le terrain, etc. Donc, c'était un travail un petit peu de longue haleine parce que, je vous l'ai dit, on connaissait la légothérapie en Amérique, on la connaissait en Angleterre et en France, même en francophonie, personne n'en avait jamais entendu parler. Et puis, je dois dire qu'on est assez méfiant, mais à juste titre, entre guillemets, de toutes ces nouvelles méthodes qui arrivent et souvent des personnes qui vont dire « Oh, c'est un produit miracle, une méthode miracle, un médicament miracle, je sais pas quoi, votre enfant n'aura plus de troubles du neurodéveloppement si vous faites ci ou ça ». Donc, il y a cette méfiance, mais qui est tout à fait légitime parce que souvent, on entend des vertes et des pas mûres, on ne sait pas vraiment vers qui se tourner et est-ce que c'est bénéfique, pas bénéfique, on va jeter notre argent par les fenêtres. Donc voilà, c'est parti un petit peu de là où, certes, il y avait ces études scientifiques à l'étranger qui prouvaient le bon fonctionnement pour des enfants avec autisme, mais rien ne montrait que pour d'autres publics, ça pouvait marcher. Moi, j'étais en cours d'études et donc les premières études montraient que c'était sur un petit échantillon, ça fonctionnait, mais pour que ça soit validé, prouvé scientifiquement, il faut que ça soit sur un plus grand nombre. Et donc, j'ai des personnes qui m'ont fait confiance, qui se sont dit et peut-être qu'elles pourront témoigner, ces personnes qui ont suivi des formations avec moi, par exemple, de se dire, voilà, ça me semble pertinent, ce qu'elles disent, c'est pas déconnant, a priori, puisqu'elles se sont inscrites. Et du coup, ça a permis vraiment
au plus grand nombre, quasiment 500 personnes, hein, de se former. Et imaginez 500 personnes qui se forment et qui proposent ne serait-ce qu'un seul atelier, enfin un groupe Lego auprès d'enfants, même si ça concerne que 4 enfants, 4 enfants fois 500 personnes formées, ça fait beaucoup d'enfants qui peuvent être aidés, accompagnés, et ça, c'est super. Et en fait, au début, voilà, les gens étaient peut-être un petit peu timides et réfractaires, et là, en termes d'études, on peut dorénavant, et c'est en cours de rédaction, hein, mais attester que la légothérapie a un impact positif pour tous les enfants, y compris les enfants avec TDAH, et que à partir de 3 séances, on voit des progrès. C'est vraiment une moyenne véridique, hein. Là, ça a été... Pardon? Je ne sais pas. J'ai entendu quelqu'un parler, mais ce n'était pas pour moi. Donc voilà, au bout de 3 séances, on commence déjà à avoir des progrès. 3 séances, ce n'est pas grand-chose parce que si vous faites un groupe par mois, ça représente 3 mois. Et si vous faites une séance par semaine, même en individuel avec un enfant, au bout de 3 semaines, déjà, vous allez voir des progrès en termes de communication. Alors, bien évidemment, l'étude, elle n'a pas été seulement auprès d'enfants avec TDAH. Il y a eu un énorme échantillon. Alors, des enfants en individuel, des enfants en groupe, de tous les âges, y compris des personnes adultes, et puis avec tout handicap ou tout trouble, donc des enfants avec TDAH, des enfants avec TSA, des personnes avec trisomie, des personnes avec maladies génétiques rares, des personnes avec des troubles psy aussi. Et en fait, quelles que soient les personnes, quel que soit l'âge, le profil, véritablement, au bout de 3 séances, on voit les progrès. Donc ça, c'est vraiment un super outil qui... alors, c'est pas une méthode miracle, parce que j'ai souvent eu des personnes qui me disaient « Ah là, super, tu as trouvé le truc ». Non, alors j'ai rien trouvé du tout. Déjà, c'est Dan Le Goff et Dina Gomez de la Costa. Moi, je me suis inspirée de quelque chose qui existait déjà, je me suis mise en lien avec eux. L'idée, c'était pas du tout de plagier le concept, c'était de transmettre ce qu'eux ont créé, et en plus de rajouter ce que moi j'ai pu faire sur le terrain et qu'eux n'ont pas fait ou pas encore fait. Donc voilà, c'est, on va dire, 2 parties bien distinctes, et rendons à César ce qui appartient à César. C'est vraiment Dan et Gina qui en sont à l'origine, et c'est fabuleux ce qu'ils ont fait. Moi, on va dire, j'ai poussé un petit peu davantage les études pour montrer que ça marchait aussi auprès d'autres enfants. Et c'est vrai qu'en termes de TDAH, on a quand même des enfants qui sont beaucoup plus posés, qui arrivent à rester à table, d'être un peu plus minutieux. Alors là, je ne parle pas des enfants qui ont des troubles 10, qui ont une dyspraxie ou quoi, mais des enfants qui, par exemple, vont être agités. Puis alors moi, souvent, quand je les ai en groupe, c'est le samedi. Je demande aux parents de ne pas leur donner de cachet s'ils en ont le reste de la semaine. Et des enfants qui pourraient bouger, peut-être faire tomber les constructions en Lego sans faire exprès, bien sûr. Mais là, on voit des enfants qui sont beaucoup plus posés, qui font très attention de ne pas casser... qui vont pas casser la construction qu'ils sont en train de faire en commun, qui vont prendre le temps de réfléchir avant d'agir, qui vont prendre le temps de bien lire la notice, de faire en sorte de ne pas louper d'informations. Alors, des fois, ça arrive, bien évidemment, hein, le trouble, il est de toute façon là, mais en tous les cas, on travaille vraiment beaucoup là-dessus et beaucoup sur cette régulation qui fonctionne très, très bien, en plus d'être ludique. Les enfants, souvent, ils me disent, mais on voudrait rester 1 heure de plus. Ils n'ont pas du tout l'impression de travailler. Pour eux, c'est du jeu. Et on peut utiliser vraiment les Lego à tous les âges. Même chez les plus jeunes, on peut très bien utiliser des duplos pour que ce soit plus simple. Moi, j'ai un groupe ado, collège, où là, je fais du Lego Boost. Donc, c'est de la robotique. L'idée, c'est à la fois de faire de la construction, et puis après, on va travailler tout ce qui est planification, organisation avec le codage. C'est vraiment hyper ludique, et ça les intéresse beaucoup. Donc voilà, c'est très très favorable. Alors, je vois dans le chat une question sur la possibilité d'avoir accès à cette étude. Oui, ça sera possible, mais pas avant au moins 2025. Tout est en cours de rédaction. Les analyses sont là, mais c'est très très long de rédiger. Et puis, je ne peux pas de toute façon vous donner les éléments statistiques avant d'avoir soutenu. Donc voilà, pas avant 2025, mais bien évidemment, ça sera le cas. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, tout sera diffusé parce que c'est le but dans le cadre des recherches. Alors, c'est pas impossible que je ne publie pas des articles au courant de l'année prochaine sur 2024, mais j'ai pas encore trop de visibilité. Là, la dernière étude que j'ai faite, elle portait sur la légothérapie, mais plus par rapport à
à l'aspect formation en ligne, parce que du coup, la majorité des stagiaires ont été formés en formation à distance. Et l'idée, c'était aussi d'évaluer leur capacité à utiliser des outils sans avoir manipulé en présentiel, mais en ayant manipulé chez eux grâce à une formation qui était interactive et qui permettait la manipulation. Donc là, l'étude, elle est terminée, elle va être publiée prochainement, peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. Et puis, un livre va sortir début 2024 sur la question du numérique et de l'utilisation d'outils à distance. Mais ça ne portera pas précisément sur les résultats de mon étude à moi, parce qu'il va falloir attendre encore un petit peu. Je suis désolée. Mais je vous les donne quand même du coup en avant-première à l'oral, là sur toutes les analyses qu'on a faites. Au bout de 3 séances, ça fonctionne bien. Alors, je ne dis pas qu'avec les études de Dan Le Goff et de Gina Gomez de la Cuesta, c'était quand même assez différent parce qu'ils ne sont pas posé la question de à partir de combien de séances on voit les résultats. Eux, leur protocole disait on fait 12 séances et on voit au départ le niveau de l'enfant ou de la personne, hein, et à la fin le niveau et on voit si ça a évolué. C'était favorable. Au bout de 12 séances, tous avaient progressé. La question, c'est est-ce qu'ils ont progressé seulement sur la 12e séance ou est-ce que déjà à partir de la 6e séance, on aurait pu voir des progrès Mais ça, l'étude n'a pas été faite en ce sens. Peut-être que même en ayant fait 12 séances, les premiers progrès se voyaient à partir de la 3e séance, mais en tous les cas, ce n'était pas l'objet de leur étude et ça ne veut pas dire que leur étude ne le démontre pas, mais en tous les cas, ce n'était pas l'objet, donc ça n'a pas été testé, on va dire. Chloé, on Voilà. demande la différence entre 6 briques et la légothérapie. Ah ah, Mhm. ouais, alors, en fait, la légothérapie, c'est vraiment à visée thérapeutique. Six Bricks, à la base, c'est pas du tout thérapeutique, ça a été mis en place par Care for Education en Afrique du Sud. Et donc, Six Bricks, on va utiliser uniquement 6 duplos de 6 couleurs différentes, et c'est tout. Alors que la légothérapie, on peut utiliser une multitude de briques, que ce soit des Legos, des duplos, même des outils papier qu'on va utiliser. Et je ne veux pas vous dévoiler toute ma formation, mais c'est vrai qu'on n'a pas que des Legos dans la formation légothérapie. Et Six Bricks, ça n'a pas été mis en place pour des personnes qui ont des troubles. C'était vraiment mis en place pour les enfants dans les écoles en Afrique du Sud pour travailler tout ce qui est cognitif, scientifique, émotionnel, académique, avec des petites activités ludiques, rapides, faciles. Et en Afrique du Sud, les enfants, dans leur trousseau scolaire, ils ont leurs petites briques sur la table. Et parfois, l'enseignant va dire, bah, allez, hop, là, tout le monde se lève, on va faire une petite activité pour travailler tel ou tel concept. Donc, c'est vraiment des activités courtes, hein. Vous n'allez pas avoir... si vous faites un atelier Six Bricks qui dure 1 heure, vous n'allez pas faire 1 heure la même activité. Sur 1 heure, vous allez peut-être faire 10 ou 15 activités différentes parce que c'est vraiment des activités courtes. Alors, c'est vrai que moi, je trouve, parce que je suis aussi formatrice certifiée Six Bricks, ce concept vient pas du tout de moi. J'utilise des Six Bricks dans le cadre de la légothérapie. La légothérapie, il faut voir ça comme une remédiation qui permettra d'augmenter les compétences communicationnelles et les interactions des enfants, des adultes, des adolescents, etc. Et du coup, il y a forcément une évaluation au départ, la mise en place de séances qui sont adaptées et après une réévaluation à l'issue des séances pour voir les progrès qu'il y a eu. Six Bricks, pas du tout, on n'a pas prévu de faire des évaluations ou quoi que ce soit, c'est vraiment sur l'instant, on va faire des activités. Donc c'est complémentaire, c'est pas la même chose, c'est complémentaire et selon le public qu'on a, et ça peut être intéressant de faire plutôt un concept ou l'autre ou les deux, enfin c'est très très variable. On demande si Euh, tu donnes encore des formations, justement. Donc, j'ai mis le lien pour aller sur ton site. Ouais, et puis, vous le saurez, c'est la grande nouvelle du jour. Je me permets du coup de le dire, mais à partir d'aujourd'hui, 14h30, vous pourrez suivre la formation en e-learning, la formation légothérapie, parce que pour l'instant, il y avait toujours des échanges, des lives, etc. Et là, ça va être publié sur ma page Facebook cet après-midi.
vous allez pouvoir suivre l'intégralité en e-learning dans la mesure où la dernière étude que j'ai faite démontre que les personnes, en suivant des formations en ligne, en e-learning, etc., se sentent compétentes pour manipuler les outils et que tout s'y prête parce que le cheminement fait que vous allez devoir manipuler chez vous, faire des exercices, etc. Vous allez pouvoir vous former et en plus de ça, vous aurez pour la journée du 12 juin 12% de réduction sur toutes les formations proposées en e-learning, y compris la formation Légothérapie. Donc voilà, la personne m'a un petit peu devancée sur la surprise, mais comme ça, vous êtes tous au courant. Donc n'hésitez pas effectivement à rejoindre mon Facebook pour avoir l'information. Et puis voilà, alors je vois une question, combien de séances se déroule la légothérapie pour un groupe? Alors, c'est très variable, le nombre de séances. Si on suit vraiment le protocole initial de Dan Le Goff et Gina Gomez de la Costa, c'est 12 séances. En Angleterre, ils font beaucoup par 12 séances. Là, on voit au cours de la formation le nombre de séances qu'on va proposer en fonction des objectifs. C'est très, très variable. Puis ça dépend aussi de la fréquence. Est-ce que le groupe a lieu toutes les semaines? Est-ce que c'est tous les mois, etc. C'est sûr que si on se dit tout de suite, je vais faire que 3 séances parce que je sais qu'en 3 séances, l'enfant progresse, c'est pas le but. En général, il y a quand même entre 6 et 12 séances. C'est la moyenne observée. Moi, je n'impose pas dans ce que je propose de faire un minimum de séances, mais il est vrai que si on propose que 2 séances, ça sert à rien. Autant faire à ce compte-là de la remédiation individuelle et travailler vraiment certains objectifs en un pour un, parce qu'on sait qu'on va pas voir l'enfant beaucoup, par exemple. Mais voilà, c'est vrai qu'une dizaine de séances, c'est quand même pas mal. Voilà pour ce que je peux vous dire de la légothérapie. Alors, je pourrais bien sûr en parler des heures, mais on va aussi écouter Eugénie. Et puis après, je vous parlerai du programme Barclay, sachant que, bien évidemment, vous pourrez nous poser encore des questions à la fin. Il y a peut-être des petites questions qui vous viendront. Donc, nous, on reste là disponibles pour échanger avec vous. Et du coup, je passe la main à Eugénie qui va vous faire sa présentation. Ah, ben c'était tellement bien. Merci beaucoup, Chloé. Et je pense que ça répond à beaucoup de questions des personnes qui se demandent ben, comment on peut utiliser les Legos. Effectivement, est-ce que c'est pour le langage? Est-ce que c'est pour développer tout ce qui est le contexte social? Donc, c'est très, très varié. Et pour faire un pont entre ce que tu expliquais et nous en orthopédagogie, donc l'orthopédagogie qui est très centrée sur la pédagogie, donc c'est redresser les apprentissages. Donc, on peut utiliser les Legos dans toute notre trousse de matériel, c'est sans avoir nécessairement la formation de l'égothérapie, c'est du matériel qu'on utilise au travers des apprentissages et tellement à plusieurs escients dans le sens où ça peut être pour compter, ça peut être pour faire de la conjugaison, donc d'ajouter le début, les fins dans les verbes, les terminaisons des verbes. Donc, de plusieurs contextes. Les Legos, effectivement, que ça a le côté ludique, ça a un côté où les enfants aiment, donc c'est associé à du plaisir. Donc, allez-y vraiment à la maison. Gênez-vous pas, si vous avez des Legos, de laisser les enfants les utiliser et petit à petit les mettre en transition avec un exercice. Donc, si vous voyez votre enfant qui a justement, on parle du TDAH, donc votre enfant qui a un trouble déficitaire de l'attention, bien, en fait, de manipuler va lui permettre de canaliser son énergie, de pouvoir investir. Donc, par exemple, il faut qu'il fasse 3 plus 2. Bien, au lieu de le faire sur la fiche avec sa main, puis de tracer le 3 et le 2, bien, il va prendre 3 cubes. Puis là, ensuite, il va en ajouter 2. Puis il va voir sa tour qui se crée. Puis on va aller compter. Puis, on en a 5. Puis là, bon, on va aller écrire notre 5. Donc, des fois, d'intégrer du matériel au travers d'un exercice qui est plus statique ou d'un plus scolaire. Exactement. C'est ça, ça Et je permet rebondis d'accéder. Vas-y. Pardon, non, je Ben t'ai non, coupé, excuse-moi. Je vas-y, vas-y, rebondissais vas-y. rapidement. Quelqu'un demande une démo rapide. Alors, on ne pourra pas faire de démo rapide. Par contre, si vous vous rendez sur le site Postadric, vous avez sur la première page une vidéo de présentation de tous les outils avec quelques exemples. Et sur la plateforme de formation en e-learning, vous pourrez aussi avoir une présentation, une démonstration gratuite de Sixbricks. Donc voilà, vous aurez accès cet après-midi, mais vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur le site postabric.fr et je te laisse définitivement la parole, Eugénie.
Interviens quand tu veux, Chloé, c'est ça qui est riche, il n'y a aucun problème. J'ai mis ton lien de Facebook, la page Facebook et ton site Super. Internet. Je n'ai pas pensé à ce que tu as dit, 6 briques, si tu vas aller le mettre dans les commentaires. Je pense Post-Abric. qu'il y en a qui. Oui, je viens de le Post-Abrique, mettre, tu donc l'as mis. voilà. Il faut aller un Post-Abric, petit peu plus n'hésitez haut. pas à vous y rendre. Oui, tout à fait. Non, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, nous, ce qu'on voulait apporter un petit peu, donc je dis on, alors là, c'est moi, c'est Eugénie qui parle. Je sais que Karine, comme je disais tout à l'heure, est connectée. Donc, Karine, elle interagit quand tu veux aussi. Et puis, même vous, les parents, continuez à nous écrire dans les commentaires parce que comme ça, on est en direct avec vous et c'est l'occasion de répondre à certaines questions. Moi, ce que je voulais parler, c'est quand on a un enfant dans notre classe ou à la maison qui a un TDAH, ce qu'il y a en fait de général, vous avez sûrement remarqué, c'est l'organisation. Donc, c'est ce qu'on va toujours aller chercher avec notre enfant, c'est de trouver un moyen qu'il se sente organisé, de l'aider à s'organiser, parce qu'en général, c'est souvent ça, le mot-clé qui fait en sorte qu'il va avoir que ça va générer des émotions. Parce que, par exemple, l'organisation du temps est plus difficile. Donc, on a des retards, on a des oublis, mais c'est souvent créé parce que notre organisation n'est pas innée, on n'est pas nécessairement organisé. Donc, c'est de l'aider, peut-être de faire un plan. Donc là, moi, j'y vais avec des petits trucs, astuces. Prenez ce qui vous va, laissez ce qui ne vous convient pas ou peut-être que c'est des choses que vous avez déjà mis en place à la maison. Donc, des plans. C'est vrai que ça aide beaucoup nos élèves. Alors, que ce soit pour quand je reviens aux apprentissages, que ce soit dans des rédactions, que ce soit quand on est plus jeune, d'avoir un plan de notre journée. Si vous êtes, là, tout à l'heure, je voyais, il y avait des enseignants. Donc, d'annoncer qu'est-ce qui s'en vient en tant que parent, mais d'expliquer toujours qu'est-ce qui arrive dans notre journée, qu'est-ce qui va se passer. Parce que lorsqu'on a une routine, et puis bon, un trouble déficitaire de l'attention, des fois, c'est associé à d'autres choses. Donc, c'est vrai que ça va rassurer votre enfant et ça va lui permettre de bien visualiser tout ce qui arrive et de mieux ressentir ses émotions. Donc, ça peut être aussi d'utiliser des aides-mémoires. Alors, est-ce qu'à la maison, la routine, des fois, moi, c'est ça que j'entends beaucoup des parents, c'est difficile quand on arrive de l'école, il y a des devoirs, il y a la douche à prendre, il y a beaucoup de choses à faire pour peu de temps. On est souvent coincé, on a notre souper à faire en tant que parent, notre repas, notre dîner. Donc, des fois, d'avoir une petite routine avec des pictos, d'avoir des pictos, mais je dirais aussi que l'enfant peut manipuler. Je reviens encore à la manipulation, à ce que votre enfant puisse s'impliquer et jouer encore, participer. Donc, il va s'impliquer, il va voir, OK, je suis arrivé de l'école, j'ai pris mon goûter. Alors, ça peut être fait de différentes manières. Ça peut être avec des petites portes qu'on va lever. Ça peut être d'avoir des petits velcro, mais d'avoir un soutien. Et je dirais que ça, c'est pas juste pour les petits. On a l'impression des fois qu'on va faire ça parce que notre enfant est plus jeune, il ne sait pas nécessairement écrire, il ne sait pas nécessairement lire, mais on peut le faire jusqu'à très tard. Là. Même on en voit encore là, quand ce n'est pas intégré ou qu'il y a eu un changement dans notre automatisation des tâches. Ça peut être de l'avoir encore au collège, d'avoir un petit plan. Et puis ensuite, encore là, de faire une transition. Notre plan qu'on avait pour notre routine, là, c'est beau, c'est plus un problème. Mais maintenant, on peut utiliser un plan similaire dans nos apprentissages. Donc, c'est toujours ça. C'est lorsqu'on a automatisé quelque chose qui fonctionne bien, une stratégie, on peut aller le transférer parce que on veut toujours que notre enfant s'épanouisse et qu'il réussisse aussi à l'école. Donc, c'est ça. L'orthopédagogie, c'est beaucoup quand même centré sur nos apprentissages scolaires. Alors, c'est sûr que ça implique le contexte à la maison, mais c'est vrai que mes stratégies vont être beaucoup plus centrées sur les apprentissages. Est-ce que ça répond à certaines questions? Peut-être qu'il y en a qui se demandent. Oui, les Legos. Les Legos, parfait. Je vois que tu suis le chat, Chloé, peut-être aussi. Donc, il y en a qui continuent à parler, Oui, effectivement. oui, je m'occupe aussi un petit peu du chat en parallèle pendant que tu nous fais ta présentation. Et je dirais de ne pas non plus négliger tout ce qui est, on en entend parler, puis quand j'ai des parents au téléphone, je me rends compte que ce n'est pas toujours aussi, on en entend parler, mais peut-être parce qu'on est du domaine, et je voudrais le souligner que les fameux timers, là, les minuteries, ça aide vraiment votre enfant. Donc, nous, on a l'impression qu'on a l'horloge et ça nous parle, on a une montre, mais parfois, certains enfants, même ados, le fameux
minuteur time timer, donc qui nous indique le nombre de temps qu'il reste, est très, très aidant. Donc, alors moi, je l'ai laissé en haut, en fait. Je n'ai pas pensé. Est-ce que tu en as un avec toi, Chloé? Je m'excuse, je suis tout le temps en haut, en bas. Je l'ai laissé en haut. Je n'ai pas pensé à l'amener. Un petit time timer, donc c'est souvent rouge, là, celui qu'on voit très souvent. Oui, c'est ça, hein? Pas mal certain. Et donc, comment ça fonctionne? Ben oui, parfait. Merci, Chloé. Si tu veux le montrer. Alors, Donc, voilà. voici la boîte. Bon, le mien, il est gros, hein. C'est un gros timer. Oui, c'est parfait. Et donc, on va aller dérouler. Si, par exemple, on donne un 20 minutes, alors on donne un 20 minutes comme ça ici. On dit, bon, ben là, c'est le temps que tu prennes ta douche, tu mets ton pyjama, bon, selon l'âge, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Une consigne à la fois. Ça, c'est quelque chose qu'on va revenir aussi, mais enfin, bref. Donc, c'est vrai qu'on peut mettre ce temps-là. Et puis, tout au long, quand les minutes passent, mais vous comprenez que ça va remonter et donc on voit ensuite qu'il reste 5 minutes. Donc, c'est très parlant pour organiser la vision du temps, se structurer dans le temps et pouvoir réaliser des tâches dans les temps parce que c'est vrai que des fois, on a tendance à dépasser lorsqu'on a une personne avec un TDAH. Voilà, les échéanciers, ça peut vraiment aider aussi. Des fois, on a l'impression que la tâche, ça nous fait comme une montagne, en fait. On dit qu'il faut aller se rendre jusqu'au point C. Bon, mais on sait que nous, là, on sait qu'il y a le A, B, C. Bon, on y va en étapes. Mais des fois, pour un enfant, ça paraît très, très loin, là. On n'arrive pas à découper en plusieurs étapes. Donc, si on le fait avec votre enfant, c'est vrai que là, il va sentir des réussites parce qu'à chaque étape, il a réussi. On n'a pas besoin de se rendre jusqu'au bout tout de suite pour avoir le sentiment de réussir. On y va par étapes. Donc, un échéancier, ça va aider encore une espèce de plan où ça peut être des fois, si quelqu'un n'est pas très séquentiel, on peut le faire de manière globale, se faire un dessin, mais il faut vraiment voir les moments de réussite les marches qu'on monte, puis qu'on réussit une étape à la fois jusqu'au bout. Bien, ça se fait même justement dans la routine au quotidien, là, parce que tout peut être, par exemple, au souper, si c'est long, ben, on y va par étapes. Ah, bon, ben, bravo, tu as mangé ta première petite soupe, par exemple. Là, après, OK, là, donc, on valorise jusqu'à pas tout le repas en entier, si on se comprend. Alors, il y a quelqu'un qui parle que c'est très difficile, je pense, à l'école, qu'il vit une espèce de paralysie. Donc, on entend des fois, effectivement, quand notre enfant ne se sent pas compris, qu'il n'y a pas d'adaptation, d'aménagement, de compréhension. On entend beaucoup de bienveillance. Bon, effectivement, on a des enfants, des fois, qui se retrouvent, comme tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un, en phobie scolaire, ou on peut se rendre avec des enfants qui ne veulent pas aller à l'école. Alors, peut-être que c'est le cas pour vous. Aujourd'hui ou ce soir. Effectivement, ça peut arriver. On parle beaucoup d'inclusion scolaire. On sait qu'il y a de plus en plus de choses qui essayent de se mettre en place, mais c'est un processus de changement et c'est vrai qu'il y a des interventions efficaces qui peuvent être mises au sein de la classe pour tous les enfants. C'est possible d'intervenir en pensant à tous. Ça veut dire que l'enseignant, lorsqu'il planifie son activité, peut penser à tous ses élèves selon tous les profils, mais c'est pas dans la formation de tous les enseignants, d'après ce que j'entends lorsqu'on accompagne. Nous, on accompagne certains enseignants, certaines équipes pédagogiques au sein de certains lycées français. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'ils apprécient énormément d'entendre des interventions efficaces. C'est pas toujours de la mauvaise volonté, je pense. Il faut vraiment se dire que c'est toute une gestion de classe. Les enseignants essaient d'enseigner le programme. Effectivement, que des fois, on se rend compte en tant que parent que notre enfant, on voudrait qu'il soit compris. Donc, n'hésitez pas aujourd'hui à prendre des notes puis à aller parler avec l'enseignant. Il y aura peut-être des rencontres de fin d'année ou de prendre des notes pour la prochaine rentrée, d'en parler puis de dire, bien, regardez, là, si vous faites déjà 2, 3 éléments de ce que je vous dis, ça aiderait mon enfant. Et puis, n'hésitez pas à référer aussi les enseignants, à aller sur nos pages Facebook, à aller suivre ce qui se fait parce que
c'est sûr que votre enfant a vraiment tout avantage là, à avoir des aménagements à l'école. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous remarquez par rapport à ce qu'on appelle la mémoire de travail, que peut-être que vous donnez une consigne à votre enfant, que vous lui dites, par exemple, est-ce que tu as rangé ta chambre, par exemple? Puis là, vous dites, ben, on le dit, puis ça ne se fait pas. Alors, des fois, quand un petit truc, de se dire qu'on va donner une consigne qui est très claire et très concise. Donc, par exemple, mets tes Legos dans la boîte à Lego. Puis d'y aller une étape à la fois encore, comme on disait. Donc, d'être clair, puis d'être aussi une étape. Donc, pas toute la chambre encore, parce que là, c'est comme on disait tout à l'heure, ça fait que là, on ne sait plus par où commencer. Donc, de les aider à s'organiser. Ça peut être une petite idée d'y aller avec peut-être de faire reformuler. Donc, ça aussi, c'est une petite stratégie. Peut-être, peux-tu me dire qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, les faire interagir, ça, c'est vrai qu'on remarque que nos interventions deviennent plus efficaces avec notre enfant. Encore là, d'appuyer sur des images. Donc, des fois, quand on demande à nos enfants d'aller ranger, ils ne savent pas où est-ce que ça va. Donc, autant comme dans une classe qu'à la maison, ça nous demande du temps en tant que parent, mais je vous le dis, il y a des impacts après positifs dans votre à long terme. Si on met, par exemple, une petite image de là, ici, on met nos Legos, et puis dans ce bac-là, c'est les voitures. Puis, donc, ça aide notre enfant à s'organiser et on y revient tout le temps. C'est l'organisation du temps, l'organisation du matériel et l'organisation des informations. C'est vraiment là, la clé. Des choses peut-être que vous vous rendez compte, mais des fois, quand on en parle puis qu'on explicite, ça nous permet encore plus là, de voir du concret. Est-ce que ça répond à Une certaines petite questions? question. Vas-y. Eugénie, je vois dans le chat une question d'une personne qui a son fils, donc qui a 7 ans, qui a un TDAH. Quels outils il existe pour réduire son agitation et se concentrer au maximum pour certaines tâches qui nécessitent une certaine position statique? Ça, c'est la grande difficulté. Hein. C'est la grande difficulté. Je partirais déjà dans l'idée, est-ce qu'on souhaite vraiment qu'il soit assis tout le temps? Déjà là. Bon, ça se peut que dans la classe, vous allez me dire, ben là, dans sa classe, oui, là, il faut vraiment qu'il soit assis. Il existe maintenant les espèces de petits coussins là, qu'on peut mettre en dessous des fesses. Donc, c'est d'en parler à l'enseignant, de le dire. Puis, il faut comprendre, c'est toute la sensibilisation au TDAH que votre enfant, s'il a eu un diagnostic de TDAH, il a besoin de bouger pour canaliser puis pour mieux vivre il y en a besoin pour mieux comprendre parce que sinon, il va se dire, faut que j'écoute, faut pas que je bouge. Puis dans ce temps-là, il n'écoute plus. C'est ça qui ne fonctionne pas. Ça lui prend de l'énergie pour rester comme ça, assis à rien faire. Donc, il y a besoin. Et c'est ça qu'il faut aller dire à l'enseignant. Ça ne va rien lui changer à l'enseignant si votre enfant a un élastique en dessous de sa chaise. Ça ne fera pas de bruit. Des choses qu'on peut mettre. Un petit élastique, là, ça prend un grand, là, pas un petit, là, entre deux pattes. Puis l'enfant peut utiliser ça. Il faut en essayer plusieurs jusqu'à ce que votre enfant dise, oui, ça m'aide vraiment. Je ne m'en rends pas compte, je le fais. Ça ne fait pas de bruit. Puis là, il y a besoin de bouger. Il faut le comprendre, puis il faut le respecter. Donc, d'avoir, peut-être c'est ça, comment dire, le petit coussin, je ne sais plus le nom exactement. Je ne sais pas si tu le sais, Chloé. Alors, dans le chat, oui, on nous dit le coussin Diner. Il est vrai qu'en France, ou Diner, je ne sais pas comment ça se dit. En France, moi, j'en avais trouvé à Decathlon pour pas très cher, parce que c'est vrai que sur les sites spécialisés, c'est beaucoup plus coûteux. Et sur Decathlon, c'est des coussins noirs pour faire un petit peu de l'équilibre lors de séances de gym, j'imagine. Donc voilà, moi, j'ai mis quelques liens aussi. J'ai mis des liens vers les tabourets Stylostool. Donc, vous regarderez, en fait, ce sont des tabourets, mais qui peuvent permettre quand même de bouger. Donc, l'enfant reste assis tout en ayant du mouvement. Vous avez aussi les Zip Tools. Ça, c'est chouette parce qu'en fait, ça permet à l'enfant de s'asseoir et d'avoir une table devant lui. Mais même s'il est assis au sol, il peut quand même travailler. Donc, voilà. Le ballon de fitness, ballon de pilate, ça peut marcher si l'enfant n'a pas non plus l'envie de sauter dessus parce que c'est vrai que c'est super, ça permet de bouger un peu. Mais si l'enfant s'amuse à faire du ballon sauteur, ça peut être bien sûr gênant en classe. Et voilà, quelques petits outils qu'on peut aussi proposer. Je ne l'ai pas sur moi, mais je pensais au bureau vélo, alors qui coûte extrêmement cher hein, parce que très peu répandu. Moi, j'ai trouvé une alternative pour ça. J'ai acheté sur Amazon, hein, je l'avoue, parce que j'ai trouvé que là, un pédalier
En fait, c'est vraiment juste les pédales qu'on pose au sol. Et du coup, je mets le pédalier sous les pieds de l'enfant. C'est pliable, vraiment plié, c'est gros comme ça. Je le mets dans un placard et ça peut permettre à l'enfant d'avoir sa table pour travailler et de pédaler en même temps. Et ça coûte bien moins cher, c'est entre 20 et 30 euros. Oui, exactement. Puis c'est ça. Sinon, le vélo, il faut que l'établissement scolaire se le procure. Il n'y a pas un parent qui va aller installer ça. C'est C'est ça. Donc, ça. c'est très, très bien ce que tu dis. Et vraiment, quand tu parlais du ballon, là, ça prend, ça, c'est peut-être des enseignants qui font la classe flexible, si vous connaissez. Donc, c'est d'avoir différentes manières de positionner notre classe. Peut-être que, peut-être que c'est un petit peu voilà, on commence à le voir, hein, mais c'est bon, ça prend un peu de temps. Mais parfois, c'est ça, on peut avoir du mobilier un peu différent avec une espèce de gros coussins, vous savez où on peut aller lire, c'est plus agréable. Bon, c'est de se mettre dans des positions qui vont nous permettre d'être dans des conditions optimales pour apprendre. Mais bon, c'est pas la réalité dans chaque classe, vous allez me dire, je suis d'accord. Donc, c'est pour ça qu'il y a des plus petits objets qu'on peut mettre et qui permettent quand même de manipuler sans déranger et puis que l'enfant se sente aussi moins stigmatisé peut-être parce que c'est quand même ça. Si l'enseignant ne fait pas une sensibilisation à la classe, effectivement, que votre enfant, peut-être qu'il ne voudra pas le sortir, même si ça l'aide, parce qu'il va se dire, ben là, l'autre, mon ami ne l'a pas, ce coussin-là. Donc, c'est tout quand on parle d'inclusion, c'est aussi de parler de ça à l'enseignant et de dire, ben, est-ce que votre enfant se sent à l'aise, lui, d'en parler ou peut-être à l'enseignant d'en parler, mais il faut que ce soit fait pour que tout le monde se sente à l'aise. Oh, vous voyez? Lorsque vous parlez des petits objets, ça peut être une petite balle aussi. Il y a plusieurs petits objets qu'on peut mettre dans notre trousse à crayon et puis on le sort quand on a un moment plus d'anxiété ou de tension ou on a reçu un résultat d'un examen où on pensait qu'on allait avoir une meilleure note puis finalement non. Puis là, ben, ça nous crée, on n'est pas bien. On peut avoir des petites balles de gestion de stress ou des petits outils comme ça qui sont à pratiquer, je dirais, soit avec un spécialiste que votre enfant voit, soit avec vous, mais de les essayer avec votre enfant. Parce que comme on disait tout à l'heure, peut-être que le gros coussin ou quoi, s'il ne l'a jamais pratiqué, il va penser que c'est un jouet, puis ça va faire l'effet inverse dans la classe. Donc, on souhaite que ça l'aide et pas que ça le distrait, bien sûr. Je ne sais pas si ça répond à votre question, madame. Mais effectivement, d'un enfant à l'autre, ça change, ce qui va l'aider. Et puis, il faut les essayer. Donc, quand on parlait de mémoire de travail tout à l'heure, donc c'est que parfois, on va donner une consigne et puis on n'y pense pas trop. On dit qu'est-ce qu'il faut que notre enfant fasse. Puis en fait, on se rend compte qu'on a dit 3, 4 choses dans la même phrase. Donc, comme on disait tout à l'heure, va prendre ta douche, mets ton pyjama, brosse-toi les dents, puis là, on se retrouve dans ta chambre, par exemple. Et là, ben, notre enfant va peut-être faire juste une de tout ça, une chose de tout ça, parce que c'est ce qui se rappelle ou bon. Donc, c'est d'y aller une consigne à la fois. Et ça, ben, c'est la même chose aussi, bien sûr, à l'école. Des fois, dans les exercices scolaires, c'est ce qu'on voit dans les consignes. Il y a deux, trois éléments. Entoure le verbe, souligne ton nom. Puis bon, c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. Donc, c'est d'apprendre aussi à votre enfant d'aller peut-être couper la phrase, d'aller faire, comme on disait tout à l'heure, des étapes pour isoler et faire une chose à la fois. On ne peut pas tout faire en même temps parce que là, on arrive dans ce qu'on appelle une surcharge cognitive. Et là, finalement, on peut aussi vivre du découragement, puis ça nous tente, on ne veut plus le faire là, parce que ça paraît trop gros. Donc, d'y aller plusieurs petites étapes. Et une petite chose qui fonctionne bien aussi, qu'on ne pense pas toujours, c'est de dire le nom de votre enfant. Avant de donner une consigne, ou bon, par exemple, Chloé. Donc, on l'interpelle en premier. Donc, ça, vraiment, ça paraît tellement banal, mais je vous le dis, ça fait vraiment une différence. Quand je parle avec les parents, ils me disent, ça, c'est un élément clé. Donc, de dire le nom de votre enfant, puis ensuite, on donne l'indication ou, alors, ça peut être au travers d'un jeu aussi. C'est à ton tour, mais notre enfant, il ne sait plus qu'on se fait parler à nous. Donc, Chloé, c'est à ton tour. Dans un jeu de société, parfois, là, on ne sait plus c'est autour de qui. C'est des choses qu'on vit, hein? Voilà. Mm. De varier les contextes. C'est vrai que varier les contextes, c'est de le mettre dans du significatif. Ça, c'est quelque chose que je voulais vous parler parce que des fois, vous allez voir votre enfant qui, au travers des tâches scolaires, encore là, mais peut-être qu'on lui demande de faire des fractions, puis ça ne lui parle pas parce que
l'objet ou le contenu qui doit séparer ne le concerne pas. Mais si on change un petit peu, puis qu'on apprend, puis qu'on pratique avec notre enfant, qu'on peut changer le contenu pour quelque chose qui nous interpelle. Par exemple, la situation parlait de choses comme des voitures, mais c'est une petite fille qui adore les licornes, bien, on peut aller changer le mot. Puis là, pouf, ça nous allume, puis on est capable soudainement de faire l'exercice. C'est souvent ça, en fait, qui se passe. Votre enfant peut réussir, a les connaissances, mais un petit bris d'attention, d'écoute, ça ne lui a pas parlé, puis là, mais on peut la raccrocher comme ça. Donc, peut-être une petite stratégie à faire, là, à essayer, en tout cas, au travers des devoirs, si c'est vous qui les faites avec votre enfant. Donc, de trouver des contextes qui vont lui parler. Est-ce qu'il y a des petites... ça va? Je suis le chat, Chloé. Pour l'instant, ça va. On a des personnes qui échangent entre elles. C'est super de voir les interactions. Ça sert aussi à ça, ce type de live. Nous, on parle, mais si vous pouvez aussi trouver des ressources les uns auprès des autres, c'est génial. Exactement. D'interagir entre vous, c'est parfait. Mais oui. Je te laisse gérer. Là. J'en vois quelques-uns ici. OK. Donc, voilà. Tout à l'heure, on parlait de fatigabilité. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait qu'est-ce qu'on veut dire, mais c'est de voir votre enfant qui a des grosses... Alors, ça peut être d'avoir, oui, on a une grosse journée, on vit une fatigue. On comprend, c'est la fatigue de la journée, de la semaine. Mais une fatigabilité, ça peut aussi être qu'on fait notre exercice donc encore là, je reviens aux mathématiques. On a souvent des élèves comme ça qui doivent faire des quatre, là, il y a une consigne avec A, B, C, D. Là, on fait des additions, puis après ça, on redescend. On a encore des additions, mais là, c'est à 2 ou à 3 chiffres. Bon, puis après ça, on arrive, on fait des soustractions. On vient qu'on peut avoir une fatigabilité. Ça veut dire qu'on n'arrivera peut-être pas à toujours tout faire cette grosse quantité-là. Ce qu'on peut faire, c'est des pauses. Donc, il y a des applications qui fonctionnent assez bien. Par exemple, c'est des applications, comme tu disais tout à l'heure, Chloé, d'utiliser du matériel pour le gym. Ben moi, c'est une application comme ça que j'utilise. Alors, c'est comme si on était au gym, puis là, on fait nos pompes, là, nos push-ups. On en fait 10, puis là, on a une pause de 1 minute, par exemple. Là, on en refait 10. Puis là, c'est d'alterner. Et ça, cette alternance peut changer. On peut faire 5 minutes, puis ensuite 1 minute de pause. Ou bon, voilà, vous comprenez le principe. Et ça, avec ce rythme-là, ça nous met vraiment en situation où on est encore là vraiment actif et on sait que ça va s'arrêter. C'est ça, en fait. On sait qu'à un moment donné, ça va sonner, puis je peux respirer, je peux dire, parce qu'on a des enfants qui sont des fois en tension durant l'exercice. C'est peut-être la réalité que vous vivez aussi avec votre enfant. Donc, c'est ça, de lui accorder des pauses fréquentes. Et qu'est-ce qu'on fait durant la pause? Ça peut juste être de le laisser, on n'est pas obligé de stimuler encore puis de poser des questions. C'est un temps libre, il peut boire de l'eau s'il veut, il peut aller courir. On en a des fois qui ont besoin de bouger, tout à l'heure, comme madame, vous parliez, il y a besoin. Bien, alors, je n'ai pas mentionné tout à l'heure, quand on disait d'être assis, ça peut être d'avoir une table un petit peu plus haute. Moi, j'avais mis ça aussi en place dans une classe avec un élève de terminale. Bon, il faut en parler avec les enseignants, comme on disait tout à l'heure. C'est sûr, peut-être que l'idée ne leur vient pas tout de suite, mais lorsqu'on propose, puis bon, j'imagine que vous êtes habitués d'insister. C'est des combats souvent, mais on peut y parvenir et sachez que c'est même dans les aménagements possibles. Lorsqu'on fait les aménagements pour le bac, le brevet, on peut avoir une table un peu plus haute où l'élève peut être debout lorsqu'il fait l'exercice. Donc, ça me revient, là, j'ai un petit flash. Mais donc, pour revenir à notre idée, bien, c'est ça, on va pouvoir adapter pour que notre enfant ne vive pas cette fatigabilité-là. Donc, on va aller lui procurer des pauses. Donc, ça peut être de se promener, ça peut être d'utiliser ce petit jouet qu'on avait, ça peut être vraiment, là, c'est libre à votre enfant de trouver un moyen, en tout cas, qui lui procure un calme, là, je dirais, puis ben, de pas, pas hésiter à ce que ce soit le téléphone, parce que des fois, on a nos grands qui ont le téléphone proche, peut-être même les petits de plus en plus, mais nos ados, mais c'est
pas nécessairement la meilleure manière de se divertir, hein? Donc, c'est vrai que mais ça, c'est un autre sujet, mais je vous le dis quand même parce que c'est pas nécessairement la meilleure manière de stimuler pour s'apporter le calme. S'il voit qu'il y a des notifications, puis là, c'est peut-être une personne qui aime bien ou bon, donc, mais c'est de favoriser peut-être plus des activités qui vont engendrer un côté plus de manipulation, je dirais, lors de la pause. Voilà. Ensuite, ce que j'avais envie de vous parler, c'est aussi les environnements d'études. On pense souvent que l'endroit doit être calme, doit être, voilà, d'être assis avec un bureau, mais ce n'est pas nécessairement favorable pour tous les enfants. Donc, peut-être, donc on disait tout à l'heure d'avoir quelque chose pour bouger, mais ça peut être aussi d'autoriser, si votre enfant à la maison, hein, je comprends qu'à l'école, ce n'est pas nécessairement possible, mais s'il est plus confortable dans une autre posture, que ce soit couché, que ce soit s'il utilise l'ordinateur, bien, s'il a peut-être une tablette ou quoi, ça peut être d'être d'une manière un petit peu plus ludique parce qu'il faut se dire que les apprentissages scolaires peuvent être impactés, c'est sûr, hein? Donc, de lui accorder au moins une aisance, un confort sur la posture et vous allez voir qu'il va avoir plus de plaisir, en tout cas, à se mettre à la tâche. Parce que ça aussi, hein, se mettre à la tâche, parfois, ça peut être un défi hein, de dire OK, c'est le temps, là, on va alors ça, c'est un petit peu dans tout. Ça peut être de se mettre à la tâche pour bon, si vous demandez des responsabilités, d'aller promener le chien ou peut-être que vous trouvez des fois qu'il y a un délai. On dit, ben, est-ce que tu es allé promener le chien? Puis là, ça prend 5, 10, 15 minutes. Donc, des fois, ça, c'est sûr que c'est lié. Puis, c'est justement toutes ces stratégies-là qui vont permettre que ça se fasse dans un temps que vous jugez un petit peu plus rapide. Donc, je reviens avec, par exemple, les pictos, le plan, puis bon, toutes ces petites idées-là qui sont à mettre dans notre quotidien. Donc, dans les environnements d'études, ça peut être d'autoriser des écouteurs. Hein. Il y a des enfants qui aiment ça, les casques anti-bruit ou même une petite musique un petit peu plus. Alors, ce n'est pas, par exemple, la musique il va écouter, le pop, ou ce n'est pas nécessairement une musique comme ça, mais ça peut être une musique un petit peu plus, comment je dirais, instrumentale, qui peuvent aussi favoriser d'avoir, on a des élèves qui aiment ça, avoir un bruit de fond, que quand c'est trop silencieux, ils se disent tout le temps que c'est silencieux, donc finalement, ils n'arrivent plus à se concentrer parce qu'ils se concentrent sur d'autres choses. Donc voilà, donc de peut-être tout le temps de s'adapter à notre enfant et de lui en parler et de voir selon l'âge aussi. Toi, qu'est-ce que tu penses qui va le mieux? D'essayer une semaine. Est-ce que cette semaine, tu as trouvé que ça s'est mieux passé avec tes écouteurs anti-bruit ou on va essayer quelque chose d'autre cette semaine, puis on compare, puis on en parle jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui fonctionne? Parce que comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas une manière, il n'y a pas, comme tout à l'heure, tu disais, Chloé, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas une solution magique. Il faut les essayer. Il y a plusieurs solutions, ça c'est sûr. Puis il y en a une qui va correspondre à votre enfant, ça c'est sûr. Il faut les trouver. Donc, il faut trouver celle qui lui correspond. Donc, moi, je vous ouvre ma valise aujourd'hui, puis il faut aller chercher les outils qui vont être favorables pour votre enfant. Parfait. Donc, d'autoriser les essais aussi, c'est quelque chose que je m'étais pris en note parce que ça se peut que ça lui prenne plusieurs essais. Donc, il faut respecter ça, puis se dire que ben, c'est parfait, tu sais, l'expression de on apprend de nos erreurs, puis on fait des essais, puis vraiment de se laisser le temps parce que ça se peut que ça le prenne 2, 3 fois. Puis c'est correct. C'est plus long, c'est sûr, mais on y arrive. Donc, de toujours garder l'espoir puis d'être positif que ça va fonctionner, de croire au potentiel, hein, mais c'est ça, il faut en essayer qui vont fonctionner. Est-ce qu'il y a des petites réactions? Est-ce qu'il y en a qui voulaient dire des choses que vous vivez à la maison, que vous avez essayé, qui fonctionnent moins? On est là pour vous, hein? Oui? Ah, Karine, vas-y, tu voulais-tu ajouter quelque chose? Alors, Karine, qui est orthopédagogue aussi chez Aideon, donc vas-y, tu en as des élèves avec un TDAH et tu connais ça avec ton dynamisme, on t'écoute. Alors, bonjour tout le monde. Je faisais simplement un petit ajout là, à tout ce que tu voulais dire qui était très intéressant. Ce qui peut être super pertinent, c'est d'accompagner notre enfant à se connaître. Parce que Eugénie le nomme,
essayer des choses parfois. On essaie. Mais des fois, la solution n'est pas aussi compliquée qu'on peut le penser. On a juste à demander à notre enfant, as-tu des idées? Parfois, il y en a. On en suggère, on fournit là, les éléments nécessaires à trouver la bonne idée. Mais c'est l'enfant qui va venir concrétiser cette idée-là. Parce qu'elle peut avoir l'air super bonne en théorie, mais ça ne s'applique pas du tout à cet enfant-là. Alors qu'un autre petit détail pourrait faire complètement la différence. Donc, c'est d'accompagner notre enfant à essayer de trouver sa propre stratégie. Et en faisant ça aussi, ce qu'on amène, c'est qu'on peut l'accompagner dans l'auto-évaluation. Parce que notre enfant sait exactement, en fait, il ne le sait pas jusqu'à temps qu'on lui fasse nommer, mais il est en mesure de nous dire, ben moi, le matin, je suis moins efficace, puis à 13 heures, je suis super efficace, et puis à 19 heures, ça va pas, mais ça reprend un peu vers 20 heures. Donc, chaque personne est complètement différente, et de connaître son échelle d'efficacité dans la journée, ça va lui permettre de se garder, de se réserver les tâches les plus difficiles pour ces moments-là, mais aussi de se conserver les tâches les plus faciles pour les moments où c'est plus difficile pour la concentration. Alors, en faisant ça, ben, on est en train de former aussi un futur adulte qui aura à se débrouiller avec tout ce qu'il aura à faire dans sa vie d'adulte, avec toute sa charge mentale, mais qui pourra la répartir par lui-même dans sa propre journée ou dans sa propre semaine, selon ses capacités. D'apprendre à se connaître, qu'est-ce que ça fait? Ça fait, de un, on le sait, ça fait du bien à l'estime personnelle. L'enfant qui se connaît s'estime. Il le sait qu'il est bon là-dedans. Il le sait que c'est plus difficile à ce moment-là. Alors, il ne va pas être en mesure d'avoir une baisse d'estime personnelle parce qu'il est déjà au courant. L'acceptation, c'est la première chose. Ensuite de ça, quand il se connaît bien, bien, il va pouvoir se trouver des trucs. Et en plus de ça, on peut suggérer des petits trucs très banals à l'élève qu'il peut faire en classe sans que personne d'autre s'en rende compte, qui va lui permettre à lui de prendre sa petite pause ou sa micro-pause. Parce que comme Eugénie l'a dit, c'est important d'avoir des pauses, mais ça ne veut pas nécessairement dire prendre physiquement une pause. Des fois, on peut juste échapper notre efface par terre, prendre notre efface, se remonter un petit peu l'estime, puis continuer notre évaluation ou notre travail, et puis après ça, ça va bien. Donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Très, très bon. En fait, c'est des choses qu'on voit effectivement. Hein. Des fois que notre enfant, ça se peut que ce soit quelque chose, c'est une stratégie aussi hein, qui se développe même sans trop le savoir. L'échapper, l'efface, c'est tellement ce qu'on voit des fois. Tu sais, c'est oups, mais c'est parce qu'il y en avait besoin. Puis il faut le respecter. Puis c'est là peut-être que c'est un petit signe pour vous en tant que parent ou en tant qu'enseignante d'observer ça. Ça veut dire que là, c'est le temps de lui en accorder une pause parce que là, il s'est pris une pause par lui-même parce qu'il en avait besoin. Donc, effectivement, c'est vrai. Et les recherches ont également démontré que lorsqu'on prend une pause en regardant quelque chose de naturel, que ce soit une plante, que ce soit l'extérieur, pendant quelques instants, là, une fraction de seconde va être un moment plus bénéfique que de prendre une pause et de se mettre sur son appareil intelligent, par exemple. Tout à fait. Exemple, c'est exactement ça, l'estime de soi, c'est très important. Vous devez le voir dans votre enfant que des fois, il a vécu une journée où ça a été difficile parce qu'on lui a demandé de faire plein d'exercices, peut-être qu'il n'a pas fini, puis là, il accumule ça, puis le soir, en plus, il y a des devoirs, puis bon. Fait que l'estime, c'est sûr qu'elle est atteinte et ça peut tellement jouer en tant que parent si on comprend notre enfant, puis toujours, on est en collaboration, c'est sûr, avec les enseignants, on essaye de garder une bonne communication, de ne pas dire que c'est tout le temps de la faute, mais en même temps, c'est de comprendre notre enfant puis de lui dire, ben, je comprends, veux-tu me dire qu'est-ce qui s'est passé? Puis parce que ça peut vite être venir une frustration, puis on le sait, avec qui se défoule, hein, les enfants, c'est souvent avec les parents en rentrant à la maison. Donc, effectivement, si on peut renforcer, ben, trouver un petit élément qui nous dit dans la journée qui s'est bien passé ou en tout cas de lui dire, ah ben ça, c'est, de trouver un petit quelque chose qui fait que sa journée, en tout cas, il a vécu une réussite, bien, vous allez faire une belle différence et puis que sa soirée, il va sentir que cette importance-là et qu'il a fait des choses de bien dans sa journée parce que c'est vrai que des fois, ça peut être lourd. Hein? Voilà, alors,
Voilà, je ne sais pas s'il y en a qui veulent terminer. Moi, je voulais parler aussi j'ai l'impression que je ne veux pas dépasser sur toi, Clé, parce qu'on va entendre la méthode Barclay. Mais concrètement, des petites clés en main, là, ça peut être aussi d'avoir une petite zone de travail. Donc, comme on disait tout à l'heure, un endroit plus associé. Alors, ça peut être d'avoir un endroit pour notre révision. Est-ce que c'est dans la cuisine qu'on se sent plus à l'aise parce que justement, on est en interaction, on ne se sent pas isolé? Est-ce que c'est plutôt dans notre chambre? Mais de trouver cet endroit-là, et comme Karine nous disait, de se connaître, donc de savoir que, oh non, moi, dans la cuisine, ça ne fonctionne pas parce que justement, il y a trop de stimuli externes, ou non, moi, dans ma chambre, ça ne fonctionne pas parce que justement, je me sens isolée, ou j'arrive pas à me discipliner, donc je fais d'autres choses que ce que je dois faire. Donc, c'est de trouver le bon endroit, mais d'avoir un endroit, en tout cas, associé et une fois qu'on l'a trouvé, de le conserver. Comme ça nous permet de visualiser notre prochaine étape, là, lorsqu'on dit que c'est le temps d'aller faire nos devoirs. On sait où, on sait, donc on prend moins de temps à s'installer, hein, lorsqu'on a une routine, on est plus efficace. Donc voilà, écoutez, continuez à participer dans le chat. Moi, je vais pouvoir répondre après là, si vous avez d'autres interactions. C'est difficile lorsqu'on parle là, d'aller répondre. Je m'excuse si je n'ai pas répondu, mais en tout cas, Chloé, peut-être que tu as répondu aussi, Karine aussi. Donc, Chloé, si tu veux enchaîner avec la méthode Barclay, vraiment, moi, je suis très curieuse d'entendre ce que tu vas nous raconter. Je sais qu'il y a certains parents qui essaient de l'appliquer à la maison et qui se disent, je ne sais pas si je la fais de la bonne manière. Donc, ça va peut-être confirmer certains parents qui font bien ce qu'ils ont lu sur Internet ou qu'on leur aura dit. On t'écoute. Ok, bon, je prends la suite et puis je vais rebondir sur pas mal de choses que toi tu as pu dire ou que Karine a pu dire. Du coup, tu vois, c'est très très en lien. Donc ça, c'est super. Le modèle Barclay, il a été mis en place par Russell Barclay. Donc c'est de la thérapie comportementale, hein. C'est vrai que ça permet de modifier les comportements problématiques et les transformer en comportements adéquats. Alors, ça ressemble énormément à l'analyse appliquée du comportement que l'on retrouve chez les personnes avec autisme et que l'on applique auprès de ces personnes parce que, alors, c'est pas une méthode, hein, c'est vraiment une science, la thérapie comportementale. Il y a des études scientifiques qui sont, je ne vais pas dire vieilles comme le monde, dans tous les cas qui sont très très anciennes, c'est pas nouveau, qui démontrent quand même, voilà, que le comportement peut être modifié en fonction de ce que l'on va mettre en place avant que celui-ci apparaisse ou après que celui-ci apparaisse. Et du coup, ça se rejoint pas mal. À la différence que Barclay, on l'utilise quand même essentiellement pour des troubles du comportement. Moi, j'appelle ça plutôt des comportements défis. Dans le cadre de l'autisme, l'analyse appliquée du comportement, ça va être au quotidien pour chaque petit geste, y compris pour apprendre à lasser ses chaussures, par exemple. Donc voilà. Alors, le programme Barclay, il se présente, il se décline en 10 étapes, souvent du coup 10 séances, et il est exclusivement pour les parents. C'est un programme d'habileté parentale finalement, parce que qui connaît mieux son enfant que les parents? Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un professionnel qui vous accompagne au cours de toutes ces étapes. Alors, comment ça se passe en définitive? Quand vous êtes un parent et que vous souhaitez assister à un groupe, alors soit c'est par groupe, soit c'est en individuel. La problématique va être surtout de trouver un professionnel formé proche de chez vous, même s'il y en a de plus en plus, et ça c'est super. Mais voilà, ça c'est une grosse difficulté. Généralement, on propose le programme donc, sur 10 séances qui vont durer 1h30 à 2 heures en groupe. Et la séance va avoir lieu toutes les 2 semaines, généralement, parce qu'il y a quand même un petit temps pour digérer ce qu'il s'est dit au cours des rencontres, un petit temps aussi à la maison qui est nécessaire pour créer des outils, mettre en place le programme. Parce que l'idée, c'est pas de se dire, voilà, je suis le programme rapido presto et c'est bon, j'ai toutes les infos. L'idée, c'est de pouvoir d'être à même sur le terrain, de proposer des choses à son enfant. Je vous dis ça non pas pour dire qu'il y a des groupes ou des programmes qui sont pas bien, c'est pas ça, mais ça existe effectivement sur 1 ou 2 journées à la suite de voir l'intégralité du programme, ce qui est très avantageux en termes d'horaire parce qu'on bloque 1 ou 2 journées et puis c'est bon, on a les infos.
Par contre, en termes d'application sur le terrain, vu qu'on se retrouve seul à la maison avec nos enfants, c'est pas toujours évident de trouver la motivation d'appliquer le programme, de trouver le temps de faire tous les outils, de s'assurer que c'est tout bien fait, etc. La première étape du programme, et je rejoins du coup ce que disait Karine, mais là je vais le mettre plutôt en version parent, c'est informer les parents, donc que ce soit en groupe ou en individuel, ça va être exactement la même chose, informer les parents qu'est-ce que c'est le TDAH, c'est quoi l'hyperactivité, ça signifie quoi en termes de définition, en termes scientifiques, en termes de ce qu'on va pouvoir avoir comme comportement à la maison, qu'est-ce que eux en pensent, qu'est-ce que eux en savent, parce que faut pas se dire que parce que le parent il a un enfant avec un TDAH, il sait ce que c'est. Moi, j'ai des parents qui me disent ouais, c'est bon, c'est quand même plus des caprices qu'un trouble ou je sais pas quoi. Voilà comment ils parlent. Ou alors oui, c'est une maladie qu'il a eue il y a pas longtemps. Mais non, c'est pas une maladie. Mais c'est pas de la faute des parents. Certains ne savent pas. Et parce que s'ils savent pas, c'est qu'on leur a pas expliqué. C'est pas de leur faute si on leur a pas dit. Et puis on voit tellement plein de choses sur Internet que c'est difficile aussi de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, comment est mon enfant. Des fois, quand le diagnostic est posé, les médecins n'ont pas forcément le temps de tout bien expliquer, ou alors ils expliquent, mais bon, avec l'annonce, faut quand même encaisser. Puis après, on se retrouve seul chez soi, on sait plus trop où on en est, ce qu'on nous a dit, pas dit, ce qu'il faut faire, pas faire. Donc voilà, c'est important de prendre vraiment un temps d'échange à ce sujet sur l'explication du trouble. Et puis après, on va passer étape par étape. Alors, chaque semaine va correspondre à une étape. Et l'idée, bien sûr, c'est de ne pas griller les étapes. Et moi, j'ai même envie de dire, l'idée, c'est de ne pas passer à l'étape suivante tant qu'une étape n'est pas, entre guillemets, validée ou que c'est bien compris et appliqué. Quand on organise des groupes sur l'année, forcément, si un parent qui n'a pas tout bien compris ou pas fait les activités, on va pas pouvoir dire attendez, on va décaler le créneau du groupe de tout le monde parce qu'il y a tel parent qui n'a pas fait son exercice. C'est pas possible, on est d'accord. Quand on est en individuel, c'est plus simple, effectivement. Alors, j'anticipe une éventuelle question. Est-ce que c'est mieux en groupe? Est-ce que c'est mieux en individuel? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. J'ai envie de dire c'est très variable. En groupe, on peut accompagner plus de personnes, du coup, ça c'est sûr, parce qu'en individuel, forcément, on n'aura qu'une famille à la fois sur la même durée. Ce qu'il y a, c'est que, alors, à la fois, il y a des parents qui sont en demande justement d'être en groupe parce que ça leur permet de rencontrer d'autres familles, d'être moins isolés, donc ça, c'est super. Attention toutefois, on ne sait jamais, des fois, il y a des familles qu'on connaît, du coup, on sait si le groupe pourrait être adapté pour eux ou pas. Et puis, des fois, on ne connaît pas les familles, on met une annonce, une offre de groupe, et puis on a des personnes qui veulent s'inscrire. Et il peut y avoir vraiment un écart entre les enfants ou l'âge des enfants. Et moi, par exemple, une fois, j'ai une maman, j'ai entre guillemets refusé de l'inclure dans un groupe parce que j'avais que des parents d'enfants qui avaient 6-7 ans à peu près. Et cette maman, déjà, ses enfants étaient beaucoup plus grands. Et en plus de ça, elle avait sa fille qui était en hôpital psychiatrique et son fils qui avait fait une tentative de suicide. Et elle faisait que parler de ça, mais bon, c'était normal, elle était choquée, il fallait qu'elle évacue. Mais je me suis dit, cette maman-là, avec des parents de petits bouts qui ont 6-7 ans et qui galèrent au niveau du comportement et qui vont se dire, purée, mais c'est ça qui nous attend. Je me suis dit, ça va être compliqué, ça va les démoraliser. Alors, effectivement, ça peut être une éventualité. On sait que des fois, il y a des troubles des conduites ou des addictions associées au TDAH. Par contre, voilà, j'ai trouvé que ce n'était pas pertinent de les mettre ensemble. Donc voilà, l'idée c'est d'aller étape par étape et puis de comprendre en fait chaque notion et de mettre en place des stratégies à la maison et de ne pas mettre toutes les stratégies en même temps en place parce que on veut que l'enfant change ses comportements, mais les parents aussi du coup sont obligés de changer leur façon de faire au quotidien. Non pas qu'ils n'aient pas un bon comportement les parents, mais quand on met des choses en place et qu'on n'a pas l'habitude, ça demande quand même un travail sur nous-mêmes et un changement d'habitude au quotidien. Donc, si on met tout en place en même temps, ça va être trop. Les parents ne vont pas suivre le programme. Moi, j'insiste beaucoup quand je forme au programme Barclay, parce que du coup, je suis formatrice Barclay, sur le moment spécial. Parce que, en fait, les parents souvent arrivent en disant « Moi, je veux sortir des séances, je veux des solutions toutes prêtes, là, il faut que ça avance. » J'entends, c'est le but. Et c'est vrai que 10 semaines ou même 20 semaines, si on fait toutes les 2 semaines, ça peut paraître long. Mais si on grille des étapes, ça va être pendant des années que ça va être pourri à la maison, excusez-moi d'employer ce terme. Donc, il vaut mieux y aller plus lentement, prendre le temps et que ça se passe bien.
Le moment spécial, par exemple, c'est le fait, et ça c'est bien mis en avant par Barclay, de prendre 15 minutes par jour avec son enfant, d'être rien qu'avec lui, de faire quelque chose qui lui plaise et de renforcer le lien que vous avez avec votre enfant. Moi, des fois, j'ai des familles qui me disent « Non, mais c'est bon, moi, il a un problème de comportement, je ne vous paye pas des séances individuelles ou de groupe pour que vous m'appreniez à jouer avec mon enfant, parce que ce n'est pas le but. Moi, je veux que son comportement soit meilleur. » Et oui, mais si l'enfant, vous êtes en clash avec lui, vous parlez plus tellement, votre enfant vous insupporte, et j'emploie des termes que j'ai déjà entendus. Moi, j'ai des parents qui me disent « Non, non, mais moi, le moment spécial, je ne veux même pas le faire. Mon enfant, je ne peux plus le voir en peinture. C'est bon, si en plus, il faut que je me force à aller vers lui, c'est trop. » Et je l'entends, hein, je veux dire, des fois, le quotidien est quand même compliqué. Mais en fait, il faut se dire que votre enfant, émotionnellement parlant, il n'est pas en capacité de faire ce premier pas. Et du coup, si vous, il y a un moment donné, vous ne brisez pas la glace et vous ne dites pas, allez, je fais ce premier pas pour redémarrer le programme pour que ça se passe bien, bah, ça va rester coincé et ça n'avancera pas et vous allez dire que le programme est inefficace. Mais là, c'est vraiment, pour moi, le moment clé, c'est vraiment ce moment spécial. Et d'ailleurs, alors, si on suit Barclay, c'est 15 minutes par jour. Moi, j'ai tendance à dire aux parents, des fois, il vaut mieux que 5 minutes par jour, mais qu'il soit 5 minutes de qualité, plutôt que de se forcer à faire 15 minutes et que ça soit trop long, et que l'enfant se rende compte que c'est pas un moment plaisant pour vous, que ça vous saoule, ou que vous regardez votre téléphone en même temps, etc. Parce que on veut recréer du lien, on veut que le lien soit bien. Et si l'enfant est bien, qu'il est heureux avec son parent, ben en général, il a envie de lui faire plaisir, ou il a envie d'essayer de changer les choses. Alors, effectivement, il ne suffit pas que de ça. Le TDAH, c'est un trouble, c'est pas en jouant 15 minutes avec son enfant qu'on enlève le TDAH. S'il est impulsif et qu'il a des troubles, c'est pas le fait de jouer qui va enlever ce trouble. Mais par contre, le lien sera vraiment renforcé et ça va être beaucoup plus simple pour la suite des étapes. Alors, quelles sont justement ces étapes? Parce que je vous ai parlé du moment spécial et puis de l'information sur ce qu'est le TDAH, mais on a ce que c'est la non-compliance. Qu'est-ce que c'est un enfant qui refuse d'exécuter les consignes qu'on lui demande et puis comment on fait justement pour qu'il suive ces consignes? Comment on peut donner des ordres efficaces à son enfant, des consignes efficaces? Un enfant justement qui a du mal avec la double tâche ou la double consigne et on lui dit bon écoute tu montes, tu mets tes affaires au sale, tu te brosses les dents, tu te mets ton pyjama, une fois que c'est fait, tu n'oublies pas de redescendre chercher tes affaires. Je ne sais pas si vous avez suivi tout ce que j'ai dit, mais même moi déjà je me suis saoulée moi-même en disant cette phrase. Donc c'est pas efficace. L'enfant forcément va pas le faire, donc en plus il va se faire gronder parce qu'il l'a pas fait et ça va être le cercle vicieux. Donc on va reprendre ça. Est-ce que les consignes que je donne actuellement, elles sont vraiment efficaces? Et est-ce qu'il faut que je cherche à toujours donner 1000 consignes différentes pour diversifier les choses ou pas? On va aussi apprendre, et là c'est un gros changement dans l'habitude, ça c'est sûr, à prêter à l'enfant quand ça se passe bien. Parce que, en général, les enfants qui ont un TDAH et qui ont des troubles du comportement, on va leur prêter attention quand ça se passe mal. Parce que, ben voilà, on les gronde, ou alors, ouais, t'as pas fait tes devoirs, tu as encore oublié de faire ça, ou oh, t'as tapé ta sœur. Et du coup, bah oui, à chaque fois qu'on leur prête attention, c'est pour dire quelque chose de négatif. Donc, pourtant, c'est pas toute la journée que les enfants font quelque chose de négatif. Peut-être qu'ils vont avoir un mot dans le cahier et c'est pas top, mais qu'à côté de ça, eh ben, ils se sont brossés les dents tout seuls avant d'aller se coucher, mais ça, on leur a pas fait remarquer. Donc, on va vachement aussi travailler là-dessus sur à quel moment je vais prêter attention à mon enfant et comment je le fais et quel va être l'impact. En fait, l'idée, c'est pas juste de dire vous faites ça et ça marche. C'est aussi que les parents comprennent pourquoi ça fonctionne, comment ça fonctionne, pour le reproduire à la maison, certes, mais en connaissance de cause. Quand on sait que quelque chose fonctionne et qu'on sait pourquoi, forcément, on va le reproduire. On peut mettre en place des systèmes aussi de tableaux, d'économie de jetons, pour aussi montrer visuellement aux enfants tout ce qu'ils ont réussi à faire, et puis leur proposer des gains aussi. Hein, tu es renforcé, tu es valorisé. Alors, il faut savoir, dans le cadre du TDAH, ce sont des enfants, et ça, c'est au niveau biologique, hein, qu'au niveau des neurotransmetteurs, ils sont beaucoup moins motivés que les autres enfants. C'est pas souvent on dit je comprends pas son frère ou sa sœur, on dit un petit truc, on le valorise oralement, tout de suite il est content. Lui, on rame pour le motiver, pour le valoriser. Mais oui, mais ça c'est au niveau biologique qui a un impact. Et en fait, c'est comme si vous dites je comprends pas, j'ai 2 enfants, il y en a un des 2, il est carencé en fer. Pourtant, je leur donne tous les 2 la même chose à manger. Mais oui, au niveau biologique, ça se fait que
Et du coup, il est moins motivé, donc il va falloir 2 fois plus ou 3 fois plus ou 4 fois plus le motiver pour qu'il soit au même niveau que les autres enfants, en même temps au niveau de la motivation. Donc c'est sûr que ça peut être lassant pour les parents. Mais bon, du coup, le fait d'utiliser des fois des jetons, des tableaux avec des gains par rapport aux actions qu'il a menées, ça peut aussi beaucoup l'aider. Oui, je veux On dire quelque chose aborde... par rapport à Oui, ça, Chloé. vas-y, C'est vas-y. aussi, tu sais, quand tu dis la motivation, peut-être c'est quelque chose que vous remarquez, c'est un petit peu dans la même ligne aussi que Karine, tu disais, de bien se connaître. Parce que lorsque votre enfant va avoir connu, en tout cas, dans ce dont il se trouve bon, dans ce dont il se réalise, et il se pourrait vraiment que vous le voyez changer parce que là, toute son énergie va être canalisée puis il va avoir des œillères et il va vraiment se réaliser dans ça. Donc, c'est là aussi d'aller exploiter des fois ses forces, d'exploiter ses intérêts parce que là, il se pourrait que la démotivation que vous voyez, qui est plus générale parce qu'il y a plein de choses, peut-être que ça va se restreindre à un élément, mais vraiment il va vraiment aimer ça, il va performer, il va faire vraiment pousser, persévérer, puis vous allez le voir vraiment très, très enthousiaste. Et puis, je voulais faire un petit lien aussi parce qu'il y a une question que je trouve très intéressante, peut-être que tu n'as pas eu l'occasion de la lire. C'est un parent qui dit comment on peut faire lorsque l'un des deux parents s'intéresse à la méthode Barclay, veut mettre en place à la maison, mais le couple est divorcé. Et donc, quand mon enfant va chez l'autre parent, ce n'est pas toujours appliqué. Est-ce que c'est plus régulier, là, finalement? Alors, ça, c'est vrai que c'est très, très compliqué quand les deux parents ne sont pas investis. Alors, si les deux parents sont divorcés et puis que l'enfant voit son autre parent que aux vacances, par exemple, c'est moins gênant. Par contre, si c'est une semaine, comme c'est souvent le cas, c'est problématique. Alors, moi, je refuse jamais des parents qui sont divorcés et veulent suivre le programme, mais je les mets quand même en garde qu'il y a de fortes probabilités que ça ne fonctionne pas et que je veux pas qu'ils se disent, elle m'a pris mon argent et elle n'a pas assuré, parce que en fait, ça ne viendra pas de moi, ça vient de l'environnement qui fait que, franchement, si vous allez, je sais pas, vous avez, on va pas parler des parents, mais des grands-parents. Vous avez des grands-parents qui, dès que vous allez chez eux, ils ont une super maison à la campagne, ils s'occupent de vous, vous faites du bricolage, ils vous emmènent au parc, etc. Et vous allez chez vos autres grands-parents pendant d'autres vacances, et là, toute la journée, ils regardent la télé, ils ne s'occupent pas de vous, etc. Quand vous allez rentrer, vous allez dire à vos parents, je préfère aller chez lesquels des grands-parents en vacances, vers ceux qui s'occupent le plus de vous. Généralement, en tout cas. Là, ça va être pareil avec le programme Barclay. Si vous avez un parent qui, entre guillemets, vous prend pas la tête, vous avez un TDAH, mais voilà, vous ne suivez pas les consignes, vous faites un peu ce que vous voulez, il va pas appliquer le programme. Et en revanche, de l'autre côté, vous avez un parent qui est formé et qui, lui, va être quand même assez à cheval. Alors, certes, il va faire le moment spécial, mais voilà, il va pas tolérer, accepter toutes les dérives comportementales. Il y a un moment, peut-être que l'enfant va se dire, c'est bon, mon père, il me prend la tête, il est formé au programme Barclay, il me prend la tête, ma mère, elle n'est pas formée, elle ne me pose pas de questions, je préfère rester chez elle. Alors, peut-être que, en termes juridiques, vous ne pourrez pas rester chez l'un ou l'autre parent, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, vous allez pouvoir très bien faire la misère aux parents qui vous enquiquinent avec son programme Barclay. Et donc, casser les liens que cette personne essaye de mettre en place. Donc, disons que, alors ça ne se passe pas comme ça à tous les coups, bien sûr, mais forcément, c'est plus compliqué parce que l'enfant, il dit, je ne comprends pas non plus pourquoi une semaine c'est comme ci, une semaine c'est comme ça. Alors, sauf si à l'école, tout le monde joue le jeu, qu'à la garderie, tout ça, tout le monde joue le jeu, et qu'il y a vraiment que chez papa, le soir après l'école, une semaine sur deux, ou que chez maman, une semaine sur deux, que ça ne se passe pas comme ça. S'il y a beaucoup d'environnements où c'est mis en place, ça peut le faire. Mais Oui. sinon, c'est compliqué. Puis j'ajouterais, en général, en fait, nos enfants, là, on a l'impression que, comme tu dis, ils en kikinent ou quoi, mais on se rend compte qu'à long terme, ce qu'ils aiment, c'est quand même la structure. Et lorsqu'on leur donne les cadres, c'est là qu'ils se sentent plus rassurés. Donc, il se pourrait que ça fasse cet effet-là aussi, que votre enfant se sente encadré, c'est ça, se sente valorisé si vous appliquez, là, je pense que j'ai dit des éléments sans savoir que c'était de la méthode Barclay, mais c'est ça, si vous appliquez
la valorisation, que ce soit d'avoir des points, puis qu'après, il y ait une récompense qui n'est pas toujours matérielle, hein, mais qui sentent ces réussites. Donc, comme tu parlais, des jetons, comme tout à l'heure, on pourrait même dire des Legos, de voir la pyramide. Donc, toutes ces réussites-là, ce n'est pas que oral, on le voit, on le concrétise. Alors, votre enfant, il se pourrait qu'il va préférer, là, puis on ne veut pas nécessairement que notre enfant préfère un des deux côtés, là, c'est pas ça, mais pour dire, dans ce contexte-là, c'est d'en parler avec votre enfant, peut-être de dire, ben moi, je sais ce qui est bon pour toi, j'ai fait des recherches, le programme Bartley, il y a des impacts positifs sur certains profils, puis j'aimerais ça qu'on essaie ensemble. Bon, puis chez l'autre parent, c'est peut-être pas ça, peut-être que votre enfant sait qu'il y a des conflits, bon, peu importe, mais je pense que tout passe aussi par le dialogue, ça dépend de l'âge de votre enfant et qu'il y ait un conflit ou non entre les parents, je pense que c'est important de toute façon qu'il y ait cette communication-là entre les parents et l'enfant par rapport à la mise en place de solutions, que ce soit un programme particulier ou des aménagements, comme je disais tout à l'heure, des stratégies, des petits outils, des manières de faire des interventions qui sont efficaces, appelez-les comme vous voulez, mais lorsque vous allez appliquer quelque chose de manière réfléchie et que vous jugez que c'est à essayer avec votre enfant, mais d'en parler avec votre enfant. Puis je dirais vraiment, peu importe l'âge, hein, vraiment. Ouais, je Faut suis tout à pas fait d'accord avec sous-estimer. toi. Ouais. Des fois, on dit, ah, il y a juste 4 ans, mais il va comprendre quelque chose. Puis on le répète, puis on en parle plusieurs fois, plusieurs petites fois, à différents moments. Puis ils comprennent quelque chose. Oui. Non, mais c'est sûr. Et justement, alors une personne a dit, en gros, le parent qui ne veut pas mettre en place pourrait ruiner l'accompagnement. C'est pas tellement ça, mais effectivement, ça peut se produire. Il faut savoir qu'au début du programme Barclay, et moi je préviens toujours les parents, ça peut être dur et plein de crises à la maison, voire plus qu'avant, parce qu'on est en train de changer une habitude. Donc on se dit, bon, il y a des crises, c'est pas top. Et là, hop, on me dit que ça va marcher, mais il y a un pic de crise. Et oui, mais parce que l'enfant, il est réfractaire au changement. C'est normal. Je sais pas, tous les jours, vous lui donnez des chocs à pic au petit-déj, et là, vous dites, il y a rupture de choc à pic, on te donne la sous-marque des chocs à pic. Ouais, ben, ça n'a pas le même goût. Ça me fait flic, quand même. Donc, je suis de mauvaise humeur, vous voyez et ben, là, c'est exactement pareil. Il va y avoir un pic, mais ce pic, il ne va pas durer. Par contre, si vous cédez à la première problématique, alors c'est sûr, si le pic il dure 6 mois, c'est pas normal. Et généralement, le pic, il ne dure pas 6 mois. Parce que tout de suite, vous allez mettre en place le moment spécial. Donc, tout de suite, vous allez renforcer le lien avec votre enfant et dire, ah bah écoute, même si c'est pour faire des jeux vidéo et que vous n'aimez pas ça, ah tiens, tu fais des jeux vidéo, d'habitude, tu fais tout seul. Viens, aujourd'hui, je fais avec toi. Et l'enfant, bah, ça va, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais l'adoucir dans le sens, il va se dire, ah, bah, c'est chouette, il y a un pas qui est fait vers moi, donc j'apprécie ce qui est fait, et voilà, et ça se passe vraiment de mieux en mieux. Et après, effectivement, je rebondis sur ce que tu dis, Eugénie, c'est que l'enfant, alors chez les ados c'est plus compliqué, mais au début il va y avoir ce pic et il va dire oh je préfère aller chez tel ou tel parent parce que le programme Barclay ça me saoule. Mais quand l'enfant il va se dire ah ouais mais finalement c'est pas si nul que ça parce que chez tel parent ah bah je peux quand même gagner des choses, si j'ai un comportement qui est adapté ben c'est top. Alors après c'est sûr que si en face on a un parent qui lui dit t'as tout ce que tu veux sans rien faire, c'est ça qui peut être compliqué parce qu'il se dit pourquoi chez papa ou chez maman, je dois gagner des points pour avoir ce que je souhaite, qui est d'ailleurs hyper valorisant de manière générale et puis hyper motivant, alors qu'en face, je dis à mon parent, écoute, je veux aller au cinéma ou je veux des bonbons, tu me donnes 10 euros, il me donne 10 euros sans que je fasse rien, bon, bah, solution de facilité. C'est ça qui peut être problématique, mais effectivement, quand l'enfant, il voit l'intérêt, peut-être que chez son autre parent, il a ce qu'il veut quand il veut, mais il n'y a pas de lien, il n'y a pas de moment spécial. Alors que chez le parent qui est formé, ben, le lien va commencer à se créer ou à se recréer. Il faut laisser du temps au temps. C'est pour ça que je ne dis pas que c'est impossible, c'est plus compliqué. Parce que forcément, quand on est les deux parents à dire écoute, c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est pour ton bien, et on est tous d'accord pour le faire et on va t'aider dans ce cheminement parce que ça va être pas simple pour tout le monde, mais voilà. Alors que bah, quand on est tout seul, c'est un peu la guéguerre parfois. Donc c'est pas impossible, c'est juste moins facile, mais ce n'est pas impossible du tout. C'est juste que je préfère moi toujours prévenir les parents. Il faut avoir les reins solides au départ et se dire voilà, peut-être que le premier mois ça va être compliqué. Pas toujours, hein, ça dépend. Mais des fois ça peut aller jusqu'à un mois où c'est compliqué. Est-ce que vous, dans votre vie, vous vous sentez là actuellement de vous dire bah, peut-être ça va être compliqué, mais je peux l'assumer à ce moment-là de ma vie?
ou est-ce que vous êtes fragile en ce moment émotionnellement? Quelle que soit la raison, on n'est pas là pour vous juger. Je veux dire, c'est pas le souci. Est-ce que votre vie actuelle vous permet de vous investir et de vous dire ça? Ou est-ce que vous avez des grosses présentations à faire au travail et que vous n'allez pas pouvoir gérer les deux en même temps? À ce compte-là, différez votre projet de vous former au programme Barclay. Mm. Je voyais pas mal de questions. Est-ce que vous acceptez les professionnels pour Barclay? Alors oui, moi, en fait, je forme les professionnels à Barclay. Je forme aussi les parents et je fais des groupes pour les parents. Donc oui, ça se fait. Ça se fait. Alors, je le fais. Je forme par le biais de mon partenaire Ibérica. Je vais vous mettre le lien, ce sera plus simple. Moi, je fais des formations tous les mois au programme Barclay, en moyenne, tous les mois et demi. Alors, sachant que Barclay, c'est la formation la plus prisée. On a souvent, faut attendre 2-3 mois avant de pouvoir intégrer une formation. Je vous ai mis le lien, mais on peut tout à fait, parents professionnels, en fait, là, le programme dont je vous parle, enfin, c'est mon programme, mais la formation que je fais, elle est en accéléré sur 6 semaines, ce qui te permet de ne pas attendre 10 ou 20 semaines pour voir des effets, parce que ça peut être long quand même d'attendre 20 semaines. C'est ouvert aux parents, aux professionnels. Vous pouvez créer vos outils, vous avez des exemples d'outils, des lives pour répondre à vos questions. Enfin voilà, il y a un accompagnement qui est mis en place. Donc là, c'est ouvert à tous. Et c'est bien moi qui forme, mais c'est juste que je forme par le biais de mon partenaire. Je lisais un petit peu les questions sur les parents séparés. J'en regarde si j'en ai pas forcément loupé. Je ne sais pas. N'hésitez pas à ouvrir le micro si jamais. Il nous reste 10 minutes à peu près. Donc, si vous avez des questions, tout à fait, oui, c'est l'occasion d'en poser. Alors, on dit que des fois, manque de formation. Hein, souvent, n'hésitez pas à les référer, de transmettre l'information que c'est possible. Avec Ibérica, oui, vous faites pas mal de choses avec Ibérica. Parce que, ouais, on fait pas mal de choses. Et puis, on a fait un répertoire. Alors, je cherche le lien avec toutes les personnes formées Barclay. Donc, je vais essayer de vous le trouver, de vous l'envoyer parce que ça pourra permettre, voilà, spécialistes formés, ça pourra permettre peut-être d'en trouver aussi proche de chez vous si vous souhaitez. Alors, vous pouvez en tant que parent, bien sûr, vous former, comme je vous l'ai dit, mais vous pouvez aussi trouver un professionnel qui vous accompagnera en individuel ou en groupe. Donc, voilà, je viens de trouver le lien. Alors, Barclay, c'est plus axé TDAH. On peut y trouver des éléments qu'on peut utiliser pour le TSA ou les DIS. Oui, mais parce qu'effectivement, vu que c'est de la thérapie comportementale, effectivement, voilà, c'est bon pour on reste tous, sur hein? le même axe. C'est bon vraiment pour tous, bon. hein, de toute C'est bon façon. pour tous. Vraiment. C'est ça. D'intervenir de manière à ce que votre enfant développe une motivation plus intrinsèque, de développer sa métacognition, de développer toutes ces habitudes-là de penser, de réfléchir, d'agir, tout ce qui implique les fonctions exécutives, c'est pour tous. Bien sûr qu'on l'axe, on dirait, plus pour des enfants qui ont un trouble d'apprentissage ou bon, mais c'est bon pour tous. Tout le monde pourrait bénéficier d'une bonne intervention. C'est juste qu'il y a des enfants qui n'ont pas nécessairement un diagnostic de trouble et qui vont mieux réagir à une consigne qui a deux, trois éléments peut-être, mais si on lui donne une consigne plus simple, lui aussi, il va bien réussir aussi. Là. Donc, c'est vraiment là, c'est applicable pour tous et c'est pour ça qu'il y aurait avantage à être utilisé de manière comme quand on parle d'inclusion, parce qu'on ne souhaite pas que l'enseignant, par exemple, qui se formerait, intervienne par méthode Barclay juste avec un élève. Ben non, c'est bon pour tous. Il peut le faire dans sa classe pour tout le monde. Et cet enfant-là ne va pas se sentir stigmatisé parce que lui a un plan de travail, par exemple, et pas les autres. Puis que lui, ben non, c'est efficace pour tous. Oui, exactement. Alors, je réponds à ces questions. Alors, le CPIM, j'en ai entendu parler. Moi, je ne suis pas du tout formée, donc je ne saurais pas vous dire la différence, le bien, le moins bien. Vraiment, je suis navrée. Je n'ai pas suivi du tout la formation, donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises. J'en ai entendu du bien de quelques familles qui l'ont suivi, mais c'est peu répandu vers chez moi, donc c'est vrai que je n'ai pas trop d'exemples à vous donner. C'est tout à fait adapté pour un enfant qui cumule TDAH et TSA, oui, sans souci. Pour les enfants plus âgés, alors effectivement, Barclay dit que le programme Barclay il est de 5 à 13 ans. Moi, j'ai déjà vu jusqu'à 15 ans que ça pouvait être mis en place. Après, c'est compliqué parce que effectivement, on a aussi, encore une fois, on change les habitudes, on modifie les habitudes. Si toute votre vie, vous avez fait quelque chose d'une manière et qu'à 50 ans, on vous change vos habitudes, c'est dur à accepter, à digérer. Si par contre, on change vos habitudes à 3 ans ou à 4 ans, vous êtes beaucoup plus flexible aussi
Donc, plus vous allez aller dans l'âge, ça ne veut pas dire que c'est impossible, hein, mais c'est vrai que chez les plus grands, c'est plus difficile ou plus long à mettre en place. Pour tout ce qui est cahier de vacances avec les enfants qui n'adhèrent pas, moi j'ai abandonné l'idée. Par contre, alors je ne sais pas si j'en ai ici, j'ai des livres qu'on achète dans n'importe quelle librairie. Ce sont des enquêtes, des choses un petit peu policières, escape game, et puis en fait ça te dit réponds à telle question, selon ta réponse tu vas à la page 50 et puis on revient en arrière, et puis donc à la fois ça fait travailler les fonctions exécutives, ça c'est super. Et puis, si vous trouvez une thématique que l'enfant adore, ça va être vachement plus motivant. Parce que le cahier de vacances, de toute façon, même si on trouve, il y a beaucoup de thématiques, moi j'en ai même vu des Peppa Pig, etc. Même si l'enfant est très motivé, il sait que c'est un cahier de vacances et ça le saoule. Franchement, juste le terme cahier de vacances, ça lui donne la nausée parce qu'il en entend tellement parler que finalement, c'est devenu quelque chose de non renforçant et très aversif. Alors que finalement, voilà, il existe des livres comme ça où on lui dit, écoute, c'est pas un cahier de vacances, c'est juste pour t'occuper, tu vois, c'est assez sympa, ça fait un peu comme un jeu de société où tu es dans le livre. Alors, effectivement, il y a le livre dont vous êtes le héros, mais il n'y a pas que cela, hein. Il y a Oui, les puis jeux d'énigmes et tout. les jeux d'aînés, tous les jeux de société, je dirais comme ça rejoint ce que tu disais de passer un moment. Donc, des fois, c'est vrai qu'on est occupé aussi en tant que parent. Puis bon, mais si ça peut être entre eux aussi, les enfants, des jeux de société, ça fait développer. Il y a différents jeux maintenant, des jeux pédagogiques qui vont développer. Ça le met maintenant même concentration, mémoire de travail, planification. Vous allez le voir, des fois, flexibilité cognitive. C'est écrit de plus en plus sur les jeux. Alors, ça peut être d'utiliser le quarto, on peut en nommer. Là, il y en a vraiment plusieurs qui vont sans être d'un apprentissage vraiment d'une notion scolaire, c'est pas de la grammaire, c'est pas, mais ça va développer quand même le sens de la logique et ça va être réappliqué ensuite. Vous allez voir des impacts. S'ils jouent tous les jours à des jeux, déjà, ça va vraiment faire une différence. Et puis, ça peut être aussi, si vous souhaitez vraiment qu'ils fassent des notions scolaires, ça peut être de prendre le livre, là, parce que les cahiers de vacances, souvent, ils vont prendre là, la programmation, puis bon, ça va reprendre les notions de l'année, mais de les faire en jeu ensuite. Ça vous demande, vous, en tant que parent, de préparer du matériel. On n'est pas tous formés, on n'est pas tous pédagogues, je vous l'accorde. Mais si c'est quelque chose que vous aimez, que vous souhaitez faire, peut-être de lâcher le cahier, de ne pas faire les exercices du cahier, mais de faire les notions par rapport à du jeu ou au travers de, comme on disait, que ce soit des Legos, que ce soit différents outils qui soient plus interactifs à l'ordinateur. Vous pouvez trouver des jeux aussi en ligne, de le faire écrire sur des mots croisés. Donc, de trouver des manières qui vont être ludiques, mais qui vont quand même, si c'est votre souhait, quand même, qui va s'améliorer sur des apprentissages. Tout à fait. Je pense qu'on va bientôt se quitter parce que le temps qu'on termine, on peut peut-être conclure, Chloé, et puis se dire que ça a été très, très agréable. Donc, je ne sais pas toi, mais moi, ça m'intéresserait d'en faire un autre événement parce que vraiment, vous avez eu une super belle participation. C'était vraiment très, très intéressant de répondre à des questions puis de partager ce qu'on voit avec les familles tous les jours. Chloé, on a parlé de ton site Internet, de tes formations. Est-ce que tu veux peut-être indiquer où est-ce que les gens peuvent te trouver s'ils ont d'autres Oui, questions? alors déjà, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez des questions, des interrogations, vous tapez mon nom sur Facebook, partout. Vous allez tomber sur mon site. N'hésitez pas à me dire dans votre message, j'ai suivi l'intervention avec Eugénie, comme ça je vous situerai bien. Mais vraiment, n'hésitez pas, avec grand, grand plaisir pour pouvoir vous répondre, bien sûr, et vous orienter si besoin. Tout à fait. Et tu pratiques donc à Annecy avec une équipe maintenant? Oui, exactement. C'est vrai que j'en ai pas parlé. J'ai ouvert en novembre dernier sur Annecy un espace pluridisciplinaire. On est 16, plusieurs professionnels avec plusieurs professions regroupées en un seul lieu pour accompagner au mieux et à proximité les enfants, les ados, les adultes, les familles, les personnes âgées, tout le monde. Et d'ailleurs, les Legos, ça marche très bien auprès des personnes âgées qui sont en déclin cognitif. Je vous en ai pas parlé parce que c'était pas l'objet du jour, mais ça fonctionne aussi très, très bien. J'interviens à Annecy. Je propose aussi donc des formations, des supervisions, des accompagnements dans toute la France grâce à la visio, même au-delà. En tout cas, voilà, sans problème. Un petit peu comme toi, finalement, Eugénie, tu vas nous en parler de ton activité en distanciel. Nous, on fait tout à distance, effectivement. Donc, ça rejoint des familles qui ont des contextes qui ne souhaitent pas
trop sortir de la maison, soit parce que c'est des contextes géographiques isolés, soit qu'ils sont dans d'autres pays, soit que c'est difficile à la maison et puis qu'on sort moins parce que c'est comme ça en ce moment. Puis bon, différentes raisons que l'enfant préfère aussi la technologie. Donc, pour différents contextes, on aide par la téléorthopédagogie, donc uniquement en ligne. Maintenant, les orthopédagogues comme Karine sont tous accompagnés d'écrans et d'une caméra externe. Tout est sur l'ordinateur de manière interactive. C'est ce qu'on fait là, de manière professionnelle. Là. Voilà, donc c'est de redressement des apprentissages. Tout à l'heure, il y en avait qui posaient la question quelle est la différence entre l'orthopédagogie et l'ergothérapie. Donc, effectivement, qu'on utilise l'ordinateur, nous, parce qu'on est en contexte en ligne, mais on l'utilise pas de la même manière. Donc, on n'est pas sur tout ce qui est de la coordination motrice. Nous, c'est vraiment par rapport aux notions, tout ce qui est des fonctions exécutives, donc de l'attention, la concentration, planification, mémoire de travail. Donc, tous les petits éléments qui sont transversaux aux apprentissages scolaires et qui vont impacter sur la lecture, l'écriture et les mathématiques. Donc, c'est ce qu'on fait avec les enfants pour rédiger, par exemple, les écrits. Donc, des fois, on a très souvent des élèves qui ont une dyslexie avec un TDAH associé. Bien, on trouve des moyens, puis ils réussissent. On accompagne encore là, qui sont au bac. Donc, en ce moment, c'est les examens, puis voilà, c'est d'appliquer des stratégies qui vont être efficaces avec eux. Donc, on fait ça maintenant, un peu comme toi, Chloé, tu as une équipe. Donc, moi aussi, j'ai une équipe. Alors, je suis au Japon et mon équipe est au Québec. On est 9 orthopédagogues, puis on intervient avec des élèves qui sont en France et aussi dans différents pays, là. Autant en Asie, en Afrique qu'en Amérique. On est, on est vraiment sur un peu partout. Et puis, il y en a qui parlaient tout à l'heure aussi que les enseignants sont peu formés. Alors, c'est ce qu'on fait. On fait de l'accompagnement aux enseignants aussi. Donc, on a le volet famille qu'on accompagne les enfants dans le cadre familial, mais aussi à l'école. Donc, on a des enseignants et des équipes pédagogiques qu'on accompagne pour adopter des pratiques au sein de la classe. Donc, on accompagne des enseignants et on accompagne des référents EBEP. Donc, pour implanter l'inclusion scolaire. Donc, n'hésitez pas à leur faire découvrir, de les amener sur le site Internet. Donc, je peux vous le mettre là. Nous, c'est Aide et Art. C'est très simple. C'est de l'aide en orthopédagogie. Donc, Aide et Art. Oui, EBEP, merci pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, tout à fait. Au Québec, on dit EHDA, s'il y en a qui sont au Québec. Alors, voilà. C'est notre site Internet. Et puis, il y a la page Facebook là, qui est celle de l'événement. Donc, on a un YouTube aussi où des fois, on s'enregistre un peu comme tu fais là, avec Chloé pour parler. Il y en a des parents qui se disent, j'aimerais ça voir concrètement. Donc, c'est vrai qu'on a toujours la confidentialité. C'est très difficile d'avoir des élèves là, qu'on est filmés, puis, mais on a quelques enregistrements quand même. Donc, je vous invite à aller voir, puis vraiment à nous poser toutes les questions que vous avez. Ça va nous faire plaisir toujours là, par le groupe. On a un groupe aussi alors qui s'appelle Conseil, je pense pour les parents, je ne sais plus, mais d'aller voir sur la page, vous allez nous trouver. Là. Ça va nous faire plaisir, en tout cas, de vous outiller, ça c'est sûr. Exactement. On est là pour ça, hein? On est là pour ça. Chacun sa tasse de thé, chacun son métier. Nous, c'est ce qui nous passionne. Donc, c'est ce qu'on veut faire de nos journées. Plus on en aide dans notre journée, plus on se sent bien. Donc, n'hésitez vraiment pas. Toute question, on leur intérêt. C'est ça. C'est vraiment une joie de vous avoir. Vous étiez plus d'une 60aine connectés en même temps, beaucoup donc absents et qui vont bénéficier du replay. Donc vraiment un grand merci pour votre présence. C'est super chouette. Ça fait chaud au cœur, moi je trouve. Ça fait chaud au cœur, vraiment, de vous voir qui prennent la pause du midi ensemble. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Merci pour votre enfant puis vos élèves de vous informer puis d'appliquer des nouvelles solutions. Félicitations, parce que ce n'est pas toujours une démarche qui est facile aussi, hein? Donc, de prendre le temps, puis ça nous fait plaisir. Oui, c'est clair. Bon, on va se dire au revoir, puis on va mettre le replay sur l'événement. Je pense que je vais trouver le moyen. Je dois pouvoir aller encore mettre quelque chose sur et sinon, on va le diffuser. J'imagine que tu vas le mettre sur ta page, Chloé et moi aussi. Hein? On va le diffuser. Oui, voilà. Oui.
Et puis, donc, n'hésitez pas à aller retourner, là, puis à aller prendre les morceaux qui vous intéressaient. Et voilà. Ben, au plaisir de vous aider encore, puis de communiquer avec vous. Bonne Au journée! revoir, bon après-midi!